a lot to complete a pass against Wade, and Dotson was up to that moment. He tried to get it to him, one-handed grab, and he walks in. Back-to-back highlight plays from Dotson, and Penn State still showing some fight. Wow. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du Podcast Ball, un 153e numéro qui fera bien entendu la part belle à la deuxième semaine de saison régulière 2021 avec au programme le coup de force d'Oregon du côté de Columbus, Iowa chasseur d'équipes classées ou encore BYU, de nouveau maître de la Holy War, pour traiter de tous ces sujets ainsi que de la chronique draft qui s'intéressera notamment à notre top 5 hebdomadaire et notre joueur hôte du moment, également pour parler du yearbook qui nous replongera dans la saison 2002 de College Football. Le rédacteur et fondateur du site de Blue Pennant, Morgan Lagré, est avec moi. Salut Morgan. Salut Greg, bonjour tout le monde. Alors on le disait en off, on va expliquer, on va détailler un petit peu les coulisses de l'émission. On enregistre exceptionnellement pour des raisons logistiques cette émission le dimanche soir et vivement qu'il y ait moins de matchs. Il y a eu énormément de rencontres, 82 au total, et ça fait beaucoup. Avec deux yeux, c'est compliqué. Ça devient un petit peu plus compliqué, mais on... Vas-y. Je n'ai pas dormi depuis samedi à 6h du matin. Heure nord-américaine, donc voilà, j'en suis à peu près à 28-29 heures, et c'est presque pas une blague en plus. Non, j'ai pas dû dormir énormément non plus, mais en tout cas, voilà, on va essayer de retenir l'essentiel. Il y a quand même pas mal de choses à dire, même si, paradoxalement, il y a eu pas mal de scores assez fleuves. Ouais. Sur des rencontres qu'on pouvait en tout cas identifier comme assez serrées. On va détailler ça tout de suite en commençant dès à présent, une fois n'est pas coutume, par la conférence Pac-12 et donc la prestation d'Oregon sur le terrain d'Ohio State. C'est parti. On attendait donc de suivre avec attention ce duel entre le numéro 3 au pays, Ohio State, déjà vainqueur la semaine dernière du côté de Minnesota, et Oregon, classé donc numéro 12, qui, on s'en rappelle, avait connu une première semaine un peu compliquée à domicile contre Fresno State. Oregon qui avait en plus deux absents de marque au coup d'envoi, Morgan, à savoir Kayvon Thibodeau et Justin Flo, respectivement defensive end et linebacker des Ducks. Et on va dire que ça s'est pas forcément autant ressenti que ça. Je vais donner le score qu'on va détailler. Victoire 35-28 d'Oregon. Score qui apparaît assez étriqué sur le papier. Pourtant, la victoire d'Oregon, elle est tout sauf volée. Tout sauf volée, effectivement. Et ils ont fait une démonstration de force. C'est une démonstration de force et de puissance, car ils ont vraiment dominé, je dirais, pendant au moins 50 minutes. Ils ont vraiment dominé une équipe de Ohio State qui n'avait plus perdu un match dans son stade, ou en tout cas Ryan Day, qui était coaché par un Ryan Day qui n'avait jamais perdu de match en saison régulière. Donc c'était vraiment, ça se jouait au Ohio Stadium, dans une ambiance de folie avec 100 000 spectateurs, vraiment. Et on a vu une équipe de Oregon qui a d'abord répondu au défi physique de Ohio State, mais qui a littéralement dominé le défi physique avec Ohio State. Et ça, c'est le grand enseignement. Et malgré tout, il manquait deux de leurs meilleurs joueurs sur le front seven, Kayvon Thibodeau, probable numéro 1 de la draft 2022, et Justin Flo, linebacker 5 étoiles, qui avait fait un premier match remarquable face à Fresno State. Écoute, c'est la domination, elle a été symptomatique, notamment dans le jeu au sol, où alors là, la ligne offensive des Ducks a littéralement martyrisé le front seven des Buckeyes, et ça a été le tournant de la rencontre, et on l'avait pas forcément vu venir, parce que si CJ Verdell réussit l'un de ses meilleurs matchs en carrière avec 161 yards, 3 touchdowns, c'est essentiellement parce qu'il y a eu un formidable playbook et plan de match orchestré par Joe Moorhead, qui a vraiment optimisé la mobilité de sa ligne offensive, et ça a été vraiment des boulevards, surtout à gauche les boulevards d'ailleurs, dans ce match.
Ouais, alors d'ailleurs, je me demande si la dernière victoire de Penn State contre Ohio State, c'était pas déjà quand Joe Moorhead était coordinateur offensif de Penn State. Je vais pas dire de Très bêtises, bonne mémoire, effectivement. mais il me semble que c'était ça. Alors, on va pas simplement résumer le passif du désormais coordinateur offensif d'Oregon à sa prestation de samedi, mais c'est vrai qu'en l'occurrence, on a souvent eu pas mal de réserves par rapport à Anthony Brown, qui là, en l'occurrence, même si il a beaucoup apporté par son jeu au sol, comme ça pouvait être le cas contre Fresno également. On rappelle que c'est lui qui a inscrit le touchdown de la victoire contre les Bulldogs à la course. Là, en l'occurrence, dans le domaine aérien, il n'a pas fait tâche. 11 receveurs différents qui ont été alertés. Ça a rarement joué extrêmement vertical. On était beaucoup sur du jeu intermédiaire, en l'occurrence, en tout cas pour faire mouche et pour parvenir à faire avancer l'attaque. Et c'est ça aussi qui a posé beaucoup de problèmes à Ohio State. C'est un peu ce que je disais la semaine dernière, si on fait le parallèle aussi avec la défense des Buckeyes. C'est un peu ce que je disais par rapport à Minnesota. Là, l'alternance dont avait manqué Minnesota, on l'a vu. Et ça a manifestement posé énormément de problèmes à une défense d'Ohio State, dont on se demande quand même si c'est pas une des plus, alors je dirais pas mauvaise, mais presque banale, quoi. C'est rare de voir une équipe d'Ohio State aussi passive, que ce soit contre la course ou contre la passe. Tout à fait, et on avait vu certaines carences avaient été exposées la saison dernière. On avait revu Mo Ibrahim, le running back de Minnesota, qui avait été excellent et qui avait même fait chanceler un petit peu cette défense de Ohio State. Et là, face à une équipe de Oregon qui très clairement s'est inspiré du plan de match des Golden Gophers, mais qui ont été encore meilleurs dans l'exécution, et effectivement avec un Anthony Brown qu'on n'avait pas vu aussi sûr de lui et en contrôle de la situation. Depuis son arrivée du côté des Ducks, il a été vraiment très bon, notamment sur les 3e downs. C'est une équipe qui a été très performante. Ils finissent à 8 sur 16 notamment, et une équipe extrêmement disciplinée, parce que c'est vrai que s'il y a eu une très très bonne exécution offensive, 0 turnover, quoi. Et ça, quand tu fais 0 turnover dans un match à l'extérieur, dans un big game comme celui-là, tu te mets dans une bonne situation pour au moins jouer égal à égal avec l'adversaire. Et effectivement, du côté de Ohio State, on a fait un certain nombre de turnovers qui ont parfois même coûté cher. Mais c'est sûr que Anthony Brown a été excellent. Écoute, je le dis d'autant plus facilement que j'avais douté dans la preview qu'on avait fait la semaine dernière qu'il serait capable justement de jouer ce rôle de leader. Là, écoute, il m'a donné tort. Ça n'a pas été un match exceptionnel non plus de sa part. Il fait 17 sur 35, donc il fait moins de 50% de réussite à la passe. Mais dans les moments importants, voilà, il a été chercher le first down. Oui, en termes de rendu, c'était quand même extrêmement solide. Tout à fait. Et voilà, on va dire qu'il a un peu flanché, mais ce qui était quand même assez normal dans le moment justement où Ohio State revient après cette 4e tentative convertie en touchdown par Smith Njigba, où on voyait vraiment le Ohio Stadium qui était vraiment en feu. Il y avait vraiment une ambiance absolument dingue, et même dans ce moment-là, quand on dit qu'il a flanché un peu, c'est pas il balance une interception ou quoi que ce soit, c'est juste que ça fait un free and out et ça redonne éventuellement la possession à Ohio State. Mais globalement, je trouve même les moments faibles, en tout cas les temps faibles plutôt d'Oregon offensivement, ils ont quand même été extrêmement bien gérés par leur quarterback. Donc c'est quand même bien aidé par un jeu au sol qui était bien huilé et qui a été quasi inarrêtable sur l'ensemble du match. Mais en tout cas, Anthony Brown, quand il fallait faire des différences et exploiter aussi, et c'est intéressant ce que tu dis dans le côté discipline, parce que moi je l'ai ressenti également, et je vais faire le parallèle avec la défense d'Oregon et celle d'Ohio State si tu me permets, c'est que la défense d'Oregon, elle a quand même été rarement pris à défaut, notamment quand le jeu était face à elle. On a vu notamment en première mi-temps, ils se font piéger une fois. Je crois que c'est sur un jeu où Ohio State joue extrêmement rapidement quand Oregon check le jeu et se fait avoir dans le dos. Sinon, globalement, il y a rarement des erreurs d'assignation. Ça a quasiment toujours été appliqué en défense, avec notamment au niveau du backfield des joueurs extrêmement actifs. Je pense bien entendu à Veron McKinley. On a vu par exemple un DJ James qui était capable de se montrer. Et à l'inverse, du côté d'Ohio State, petit mix, du côté d'Ohio State, cette naïveté, elle a quand même souvent été payée cher. Je pense notamment à cette erreur d'assignation, par exemple, de Shaw en position red zone, que Anthony Brown exploite directement. Alors certes, il s'est énormément appuyé sur ses tight ends, mais si ses tight ends sont capables de se libérer et de lui proposer une solution dans des moments un petit peu compliqués, c'est aussi à lui d'être capable de l'identifier et de trouver la cible, de ne pas suralimenter sa passe. On a vu quelques autres
qui l'ont fait pas mal ce week-end. Mais voilà, ça a quand même été assez précis. En effet, je te rejoins, même si la fiche de stats n'est pas énorme, il a quand même réussi à être globalement clutch. Ce qui n'a pas forcément réussi, par exemple, ce qu'ont pas réussi paradoxalement les Buckeyes, parce que CJ Stroud, par exemple, fait une grosse fiche, mais l'attaque d'Ohio State, sur 4e tentative, c'est 2 sur 5, quoi. C'est 2 sur 5. Et cette interception, alors qu'il y a un drive à la fin, puisque à 35-28, Ohio State récupère la possession du ballon pour un dernier drive qui potentiellement aurait pu leur permettre d'égaliser. Il se fait intercepter, comme tu l'as dit tout à l'heure, en forçant un peu sa passe que intercepté finalement Veron McKinley. Donc c'est vrai que voilà, la différence, elle s'est fait là, mais vraiment, le jeu au sol de Oregon a été très impressionnant. CJ Verdell finit avec plus de 8 yards par course. On avait rarement vu ça face à une équipe de Ohio State. Et ça a clairement fait toute la différence. Du côté d'Ohio State, il y a une stat qui est assez incroyable parce que c'est vrai que la fiche de stat de CJ Stroud est quand même, il a frôlé les 500 yards à la passe, ce qui est quand même pas rien. Et de manière assez incroyable, c'est la première fois de l'histoire. Écoute, j'ai vu cette stat passer, première fois de l'histoire qu'il y a 3 receveurs d'Ohio State à plus de 100 yards sur réception. Jackson Smith, Njigba, Chris Olave et Garrett Wilson. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de Ohio State que 3 receveurs réussissent plus de 100 yards sur réception. Malgré tout, ça n'a pas empêché les Buckeyes de s'incliner. Écoute, Oregon avait besoin d'une victoire à référence. Je crois qu'ils l'ont, mais si on va même un peu plus loin, la Pac-12, une semaine après une victoire de UCLA face à LSU, on va peut-être reparler d'LSU, mais ça reste quand même une victoire face à la SEC. Là, on a une victoire de la Pac-12 face à une équipe de la Big Ten. Ça fait une belle référence pour au moins valoriser la conférence. Je suis d'accord. Et si je me trompe, deuxième en tout cas. Exactement. Et si je me trompe pas, il y a ce match entre Oregon et UCLA. Je rappelle que UCLA est coaché par Chip Kelly, l'ancien coach de Oregon. Il y a ce match Oregon-UCLA au mois de novembre. Écoute, ça pourrait être un match assez important. Je m'avance un peu parce qu'on est à peine mi-septembre. Mais il y aura peut-être une place en play-off qui se jouera dans ce match-là. Je m'avance un peu. On est bien d'accord. Oui. Au bout de la deuxième semaine, là, tu es gourmand. Par contre, non. Alors, je me permets d'enchaîner sur la Pac-12 parce qu'en l'occurrence, la question principale qui ressort de cette division, c'est quand même de se dire, est-ce que dans le Sud, UCLA n'est pas un grand gagnant sans même avoir joué? Parce que ça va nous permettre de faire un petit parallèle, notamment avec les prestations de... Alors, Colorado, qui a perdu de peu, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais USC et Utah, par exemple, dont on pouvait espérer en tant qu'équipe classée ou équipe mieux classée sur le papier par rapport à leur adversaire du week-end, qu'ils s'imposent, ont tous les deux déchanté. Utah, c'est donc une défaite du côté de BYU, et USC, c'est une grosse déconvenue à domicile contre Stanford. Je sais plus le score, je crois que ça va être 42-28, mais c'est même flatteur à l'arrivée. Oui, parce qu'il marque 15 points dans les... Où c'était 42-13 à un moment donné. Donc, Ouais, Arizona State a gagné, mais c'était pas flamboyant contre UNLV, c'est le moins qu'on puisse dire. On se posait la question la semaine dernière de savoir si UCLA n'était pas le grandissime, en tout cas, n'était pas en train de trouver les ingrédients que Chip Kelly cherchait depuis des mois et des mois. En tout cas, là, de ce qu'on a vu en termes de photographie dans la division Sud, il marque beaucoup de points par rapport à la concurrence, je trouve. Absolument, il faudra quand même... effectivement, USC, ça a été grosse déception. Là, ils se sont fait... là, on a vu que il y a d'autres équipes qui se sont fait marcher dessus. On en parlera tout à l'heure dans la SEC. Pas encore dans la SEC. On parlait de Texas tout à l'heure, mais là, USC se sont fait bien bousculer par Stanford. On a retrouvé le fameux intellectual brutality du côté de Stanford. Ils ont frappé très 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 fort, et une semaine après leur défaite face à Kansas State, on a vu une très belle équipe de Stanford avec notamment la première titularisation de Tanner McKee, qui a été vraiment excellent. 3 touchdowns dans ce match, 2 à la passe, 1 au sol. Il y avait un bon duo avec Nathaniel Pitt aussi, ce qui a fait plus de 100 yards de sol, et voilà, ils ont vraiment bougé la défense de USC. C'est une très grosse déception. Écoute, et même sans, ils auraient même, comme tu l'as dit, ils ont frôlé l'humiliation, parce que sans un touchdown de Drake London et de Darwin Barlow en toute fin de match, ça aurait pu être vraiment une grosse gifle. Et écoute, il en finit plus d'être sur le hot seat, mais écoute, Clayton, là, ça va quand même finir par être...
Là, en fait, si tu veux, c'est qu'au-delà de la pression annuelle qui est mise sur ses épaules, c'est vrai que là, sur le rendu, il y a le score, il y a le il y a la comportement manière, des quoi. joueurs, parce qu'on parlait de discipline, il y a des flags un peu bêtes qui sont pris en défense dans des moments Tout à fait. dans des moments qui sont pas judicieux. Et puis on parlait de flags bêtes, il y a quand même un targeting du kicker dès le premier jeu du match, quoi. Exactement. C'est que des erreurs. Donc, Et ça fait plusieurs années que ça dure, hein, ce type d'erreur. Il se fait parfois sauver par les exploits de Cadence Levis. Sur ce match, ça n'a pas été le cas. Alors pour Utah, t'en parlais tout à l'heure, Utah, bah écoute, voilà, ils se sont fait surprendre, eux qui avaient gagné les 9 derniers matchs de la Holy War. Hein. C'est une grosse rivalité mormone du côté de l'Utah, entre BYU et Utah. Et donc les Utes de Utah. Ils sont tombés sur un bon Jaren Hall, qui n'a pas été transcendant, mais qui a été bon au moment où il le fallait, qui a réussi 3 touchdowns. assez mobile, le garçon. Ouais, assez mobile, effectivement. Il s'est bien inspiré de son prédécesseur, Zach Wilson. Hein. Il est peut-être même un peu plus mobile, mais Utah ne s'est jamais remis de ces 2 turnovers commis sur les 2 premières possessions du match. Parce que sinon, ils ont fait à peu près jeu égal, mais ils ont été tout le temps en retard de un touchdown ou 10 points. Et à chaque fois qu'ils revenaient, ils reprenaient un field goal. Voilà. Et ils s'en sont pas sortis malgré la bonne prestation de Micah Bernard, leur running back. Mais écoute, voilà, Brigham Young a enfin battu Utah, ce qui n'avait pas été le cas depuis 2009. Et effectivement, ça plombe sérieusement Utah, même si ce n'est pas un match intra-conférence, on le rappelle. Donc, bon. Oui. Et on rappelle que le dernier quarterback qui avait battu Utah avec BYU s'appelait déjà Hall, puisqu'il s'agissait de Max Hall à la fin des années 2000, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça remonte, effectivement. En effet, ça commence à être un nom un peu maudit. Du côté ils sont à Salt Lake, c'est ça, les Utes? Je peux dire de bêtises. Oui, Salt Lake, effectivement. Ouais, c'est ça. Et puis rapidement, dans le Nord également, dans la Pac-12, les victoires d'Oregon State, de Washington State pour se relancer un petit peu dans le bain. On parlera sûrement de Cal et de Washington tout à l'heure, mais ouais, ça, pour l'instant, on a Arizona State et UCLA qui se détachent d'un côté, Oregon forcément qui reste la seule équipe invaincue de l'autre sans être leader de division, hein, puisqu'ils n'ont pas joué de match intra-conférence, et la victoire de Stanford du côté du USC leur permet d'avoir cet honneur. On enchaîne dès à présent donc avec la Big Ten et la deuxième confrontation avec une équipe classée pour Iowa. La semaine dernière, c'était un succès qui avait été acquis contre Indiana grâce à la défense. C'est à peu près les mêmes recettes qui ont été utilisées pour s'imposer du côté d'Iowa State. Écoute, un vrai complexe d'infériorité de Iowa State sur Iowa. Hein, c'était la grosse rivalité. On sait que les deux équipes, c'était la première fois que ces deux équipes, dans cette grande rivalité du Middle West américain, c'est la première fois que les deux équipes se rencontraient. Étant classées, mieux que ça, elles faisaient même partie du top 10. On disait d'ailleurs que c'était peut-être le plus grand match de cette rivalité de toute l'histoire. Mais écoute, le scénario est le même que celui qu'on connaît depuis quelques années, c'est-à-dire que Iowa State se fait ramasser, on va dire littéralement par Iowa. Et c'est tout le temps la même chose. 4 turnovers du côté de Iowa State, ça les a complètement plombés. Et d'ailleurs, c'est 9 turnovers sur les 5 derniers matchs provoqués par Iowa face à Iowa State. Et ils ont un enchaînement, ils ont 3 séries absolument ouf. Terrible, je crois qu'il y a le fumble retourné et 2 interceptions dessus. Exact. D'ailleurs, Brock Purdy a passé un petit bout du match sur le banc de touche. Parce qu'à un moment donné, il produisait plus rien. Alors Breece Hall a bien réussi un touchdown pour le 14e match consécutif, mais ça suffit pas. Et très clairement, voilà, ils se sont trop mis de balles dans le pied à cause des turnovers pour pouvoir prétendre remporter le match. Et du coup, Matt Campbell, tout Matt Campbell qu'il est, bien qu'il ait réussi à emmener son équipe en finale de conférence Big 12 l'année dernière, son bilan face à Iowa, le voisin, c'est 0-5. Et ça continue. Iowa, écoute, 2-0. Eux qui avaient très mal démarré l'année dernière, mais qui avaient très bien fini, écoute, ils continuent sur la lancée de l'année dernière. Et quand tu regardes le portrait de la Big Ten... Oui, ça paraît quand même assez ouvert à l'ouest. Tu l'as dit, la semaine dernière, on a eu 2 interceptions de Riley Moss. Cette semaine, c'est 2 interceptions pour Matt Hankins. Hein. Donc les corners d'Iowa, ils tombent fort en ce début de saison. Tout à fait. Mais oui, en effet, ils sont en tête au niveau de la division ouest. Avec Purdue également, qui pour l'instant est invaincu. Victoire large du côté de Yukon, même si c'est pas une sensation en soi. Pas mal d'équipes ont gagné quand même dans cette division. Nebraska, Minnesota, Northwestern et Wisconsin, ça gagne ce week-end. Face à des adversaires à leur portée, hein, c'est ou des adversaires de deuxième division ou alors Buffalo à Nebraska ou Eastern Michigan du côté de Wisconsin.
Par contre, petite volée d'Illinois, on en parlera sûrement tout à l'heure, mais deuxième défaite de suite, et celle-là a fait quand même mal, celle-là, hein. Pour ceux qui l'ont vu à 17h samedi, elle était un peu douloureuse. À l'Est, en l'occurrence, la défaite d'Ohio State profite à d'autres formations, Ouais. à commencer peut-être par Michigan, qui est allé obtenir un succès extrêmement convaincant face à Washington. Alors, j'ai plus le score, c'était pas 30 à 10. 31 à 10, ouais. 31 à 10, ouais. j'ai oublié un point en cours de route. On a l'impression quand même qu'on retrouve le John Harbaugh version 49ers, parce que là, au niveau du jeu au sol, Michigan, ils sont chauds bouillants. Ouais, je pense que là, écoute, on l'a souvent fait le reproche, mais Jim, quand est-ce que tu vas développer un quarterback? C'est plus possible. Bah là, je pense qu'il a décidé que fuck les quarterbacks, on va jouer au sol. Écoute, 343 yards au sol, 44 yards à la passe. C'est ça. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Écoute, et il a plutôt. Sachant que 11 des 44 yards, c'est un running qui les obtient. Et en plus, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, écoute, ça a été une démonstration de jeu au sol. C'est d'ailleurs la troisième fois seulement dans toute l'histoire que Michigan termine un match avec 2 running backs au-delà des 150 yards au sol. Blake Corum, 171 yards, 3 TD, il a été explosif. Hassan Haskins, un touchdown, 155 yards. Les deux ont été absolument incontrôlables, instoppables, inarrêtables. Et écoute, McNamara, il a même pas eu besoin il a juste eu besoin de donner la balle à ses running backs. Et ils ont été très très bons. Et là où ils ont été très très bons, Michigan aussi, c'est en défense. Parce que la défense a été... Écoute, ils ont limité Washington à 50 yards de sol. Et en plus, il y a même eu des trick plays, puisqu'il y a eu un fake punt formidablement bien réalisé par les Wolverines. Écoute, c'est un match complet dans les 3 phases de jeu. Et écoute, très très belle victoire, je trouve, pour Michigan. C'était pas très beau, mais ce qui était beau, par contre, c'est l'ambiance qu'il y avait à Big House. Et ça, c'était assez spectaculaire, le stade tout en jaune, notamment au moment des célébrations dans l'honneur des victimes du 11 septembre. Ça a été, c'était tout à fait incroyable, et ça a donné le ton à la rencontre. Et on voit qu'un big house avec 100 000 spectateurs, ça pousse quand même son équipe, et ça rend la vie très très compliquée pour les équipes adverses. On est d'accord. Dans la Big Ten, quand même, ça continue d'être relevé. Il n'y a pas beaucoup d'équipes avec des bilans négatifs. À l'Est, Penn State, ça a gagné contre Ball State, de même que Michigan State, Maryland, Rutgers et Indiana. Donc il y a encore 5 équipes invaincues sur 7 dans cette division, sachant que les Buckeyes et les Huskers qui ont une défaite au compteur, c'est contre des équipes classées. Tout à fait. Et Michigan State, écoute, c'est la deuxième semaine d'affilée qui marque un touchdown de 75 yards sur le premier snap. Puisque la semaine dernière, Kenneth Walker, si tu te souviens, avait réussi un touchdown au sol de 75 yards contre Northwestern. Et là, contre Youngstown State, c'est la flip flicker, non? Flip flicker sur Jaden Reed. Donc, écoute, on sent que Mel Tucker, il rigole pas. En tout cas, c'est la confirmation qu'a priori, Peyton Thorne, c'est tout à fait. C'est V-Guy, comme on dit là-bas. Exactement, c'est des guys. Mais ouais. Et puis Penn State également très très solide aussi. Avec notamment le 4, je pense qu'ils ont marqué des points sur 4 de leurs 5 premières possessions. Ça a été un très bon match aussi des Nittany Lions. Alors, on passe à la SEC à présent. Il y a moult choses à dire. À commencer par la grosse prestation d'Arkansas. On va pas mettre souvent les Razorbacks en avant. Mais là, face à Texas, on s'attendait à ce que ce soit un petit peu compliqué. Je sais que tu étais un petit peu sceptique par rapport au programme de Fayetteville, de par certains départs pendant l'intersaison. Face à Texas, les Longhorns, en l'occurrence, face aux Razorbacks, les Longhorns n'ont pas beaucoup existé. Je sais plus là encore le score, je suis désolé, j'ai 40 à 21 en tête. 40 à 21, ouais. 40 à 21, sachant qu'il y avait 40 à 14 peu de temps avant la fin du match. Très mauvaise prestation offensive. D'ailleurs, Hudson Card est sorti en cours de rencontre. Et alors surtout, on parle de Michigan, mais alors Arkansas, en termes de jeu au sol. Ah bah là, c'est masterclass. Masterclass. Bienvenue dans la SEC. Ils ont voulu envoyer le message aux Longhorns. Très belle victoire. On rappelle, c'était une ancienne rivalité de la feu Southwest Conference. Les deux équipes s'affrontaient régulièrement dans les années 70-80 lorsqu'elles faisaient partie de cette Southwest Conference.
Arkansas n'avait plus battu Texas depuis 1981. Et ça, on sait qu'ils ont joué là-dessus pour la préparation du match. Et bien leur en a pris parce qu'ils ont été très impressionnants. Physiquement, ils ont donné une leçon à Texas et ça s'est exprimé par un jeu au sol diabolique. 330 yards au total. Et écoute, un super match. Et puis c'était distribué. C'est-à-dire que c'est pas un joueur particulièrement qui a fait un match fabuleux. On a 4 joueurs avec un touchdown. Alors, on a un peu plus vu Traylon Smith et Jay Green, mais on a également vu KJ Jefferson, d'ailleurs, qui ressemble plus à un running back au poste de quarterback qu'à un quarterback, on va pas se mentir. Mais ça a été très impressionnant et Texas n'a jamais vécu dans cette rencontre. Ils ont, je te coupe, Vas-y. ils ont un moment où ils peuvent reprendre le momentum, c'est sur cette interception absolument dingue de BJ Foster, exact. Où ils marquent un TD dans la foulée, je crois. Mais ils reprennent un big play derrière et là c'est lumière éteinte et ouais, comme tu dis, à chaque fois qu'il y avait un coureur qui portait le ballon, il y avait un trou béant à sa disposition et voilà, c'était ou de la vitesse avec le jeune Green ou de la force avec le jeune Sanders aussi. Enfin ils en ont pris plein les mirettes quoi, les défenseurs de Texas. Donc la fameuse DBU, je pense que là ils sont plus plaqués qu'autre chose. Exact. Et gros message pour Arkansas. Alors, d'une part, c'est un message qu'Arkansas, du coup, fera pas que de la figuration dans la division Ouest, même Tout si à fait. il y aura sans doute des équipes plus aguerries que Texas. Faut pas oublier que c'est que le deuxième match de Steve Sarkisian à la tête du programme d'Austin. Mais ça pose quand même les questions également du côté de Texas dans la Big 12. On en reparlera sûrement tout à l'heure. En tout cas, Arkansas dans la division Ouest, deuxième succès en 2 matchs après leur victoire face à Rice. L'autre succès important dans cette division, c'est celui de Texas A&M. Ça a été beaucoup plus poussif du côté de Colorado, avec en plus la blessure d'Heinz King qui est intervenue assez rapidement. Ouais. Mais offensivement, tout n'est pas au point chez les Aggies. Oh purée, c'était moche. C'était très moche. Écoute, je crois que j'avais la stat. Ils font, c'est ça, 8. Écoute bien ça, 8 3 and out sur leurs 9 premières possessions. Vous avez bien entendu. 8 3 and out sur leurs 9 premières possessions. C'est inimaginable pour une équipe comme Texas A&M. Et ils se sauvent avec une fin de match épique. Écoute, Zach Calzada, c'est ça son nom, qui a été très, qui a beaucoup de difficultés dans son rôle de backup de Haynes King. Il réussit une très belle fin de match. Il réussit une passe de touchdown de 18 yards qui donne pour Isaiah Spiller, donc qui donne la victoire. Mais il s'en sort très bien. Et écoute, je me demande si sans la blessure de Jarek Broussard, parce que ça on n'a pas parlé, mais ça a fait mal en milieu de 3e quart-temps, cette blessure de Jarek Broussard du côté de Colorado. Je suis pas sûr que Texas A&M serait passé à côté d'une énorme désillusion, parce que là, une défaite face à Colorado. Écoute, ils ont été quasiment derrière au score pendant tout le match. 57 minutes, puisque écoute, ils ont marqué à 3 minutes de la fin. Donc très inquiétant, parce qu'il y a quand même du talent dans cette équipe, des playmakers. Il y avait Zach Calzada qui a pris la succession de Haynes King. Il n'était pas entouré il était entouré des playmakers habituels. On avait toujours Isaiah Spiller, Aina Smith, Jalen Weidermeyer au poste de Titan, qui n'a pas été flamboyant. Il a fait une belle réception de presque 30 yards, une réception que j'ai en tête. Mais sinon, Devon Achane, on n'a quasiment pas vu. Et c'est plutôt inquiétant. Alors défensivement, ils ont bien tenu, indiscutablement. Mais écoute, une aussi courte victoire face à une équipe de Colorado qui, a priori, ne sera pas un candidat à jouer les premiers rôles dans la Pac-12, moi ça m'inquiète. Je suis plutôt inquiet, surtout que le premier match ça n'avait pas non plus été extraordinaire. Donc, et la blessure d'Heinz King, qui est sortie en béquille avec un bootleg. Attention, ça pourrait être... c'est inquiétant pour Texas A&M. Ouais, on va pas détailler tous les résultats. Il y a quand même Alabama et Auburn se sont baladés de nouveau. LSU s'est bien repris donc face à Miami State. Il n'y a pas eu énormément de suspense pour la victoire des Tigers. Juste un petit mot quand même sur les 2 programmes de Mississippi. Ole Miss, on n'en avait pas parlé la semaine dernière forcément parce que le match contre Louisville était le lundi soir. Ils se sont fait beaucoup plaisir face aux Cardinals dans le Targeting Bowl. Mais en tout cas, belle victoire d'Ole Miss confirmée ce week-end contre le programme de FCS Austin Peay.
Donc voilà, belle balade de Matt Corral notamment. Il y a une connexion entre Matt Corral et Dontario Drummond dans ce début de saison qui va donner pas mal de maux de tête aux défenseurs. Et puis Mississippi State également qui enregistre, je vais pas dire le premier succès référence de Mike Leach parce qu'il faut pas exagérer, mais en tout cas ça commence sous des bons auspices. Il y a eu cette victoire un peu compliquée contre Louisiana Tech la semaine passée. Ça a été beaucoup plus rassurant cette semaine face à une équipe qui pourtant sur le papier est pas inintéressante, à savoir NC State. Ouais, qui avait gagné son premier match de manière très convaincante et qui effectivement là est tombé. Là, on voit que Will Rogers, il commence à bien maîtriser l'attaque raide que veut voir mettre en place Mike Leach. Voilà, il fait voilà, un haut pourcentage de réussite à la passe, presque 300 yards, 2 touchdowns. Ça commence à ressembler à une équipe de Mike Leach. Hein, et ça se transforme par des victoires contre une équipe, effectivement, NC State, qui, on disait, était peut-être l'équipe qui pouvait menacer le plus Clemson dans la CC. Donc c'est quand même une victoire vraiment intéressante pour les Bulldogs. Ouais. Pas mal de victoires également à la conférence SEC. Alors on va pas parler en détail de Georgia, hein, qui a étrillé UAB quand même. Hein. On parle pas de n'importe quel programme, hein, même si c'est pas... C'est sans JT Daniels, je l'ai pas dit, pardon. C'est ce que j'allais te dire, c'est que privé de JT Daniels, donc une blessure aux muscles abdominaux, mais Stetson Bennett, on lui avait cassé du sucre l'année dernière sur le dos, on peut bien lui rendre hommage cette année. 4 touchdowns sur ses 5 premières passes contre UAB, puis des passes de 73, 12, 89 et 61 yards. Hein, on voit que le premier touchdown de Burton, il intervient après même pas une minute, je crois. Ouais. Alors on avait vu que Georgia avait été extrêmement conservateur dans son plan de match la semaine dernière contre Clemson. Là, ils ont lâché les chiens, comme on dit. Et la pauvre équipe de UAB, qui est quand même une équipe qui a gagné 2 titres de conférence USA sur les 3 dernières saisons. Donc c'est quand même une équipe qui était plutôt, qui avait quand même son mot à dire dans ce match. Ils repartent à la maison avec une défaite 56-7. Alors la semaine dernière, on avait vu la grosse défense de Georgia. On voit qu'offensivement, malgré certaines absences, George Pickens, Eric Gilbert, etc., c'est une équipe qui a du répondant avec son quarterback backup. Donc belle prestation de Georgia face à UAB. Tout à fait. Du coup, j'allais dire, on va pas parler en détail de Georgia, mais on en a parlé quand même. Victoire plus étriquée en l'occurrence pour South Carolina et Vanderbilt, respectivement à East Carolina et à Colorado State. Première victoire pour Clark Lee du côté de Vanderbilt. Et Vanderbilt qui n'avait pas gagné un match depuis 2019, si je ne me trompe pas, donc ça commence à remonter. Bah ouais. Et ils gagnent, mais en ayant été menés 14-0, je crois qu'ils renversent la vapeur en fin de match. Ouais. Mais ouais, c'était pas fameux. Hein. J'avoue, le Colorado State Vanderbilt, je me suis attardé rapidement dessus. C'était pas ouf. Hein. Non, mais du côté de Ken Seals, ça commence à... Il fait 2 touchdowns, 0 interception, et écoute, c'est plutôt encourageant. Vanderbilt, ils n'en gagneront pas beaucoup cette année, a priori. Là, c'était un match qu'il fallait gagner, puis ils l'ont gagné. On rappelle qu'ils ont perdu la semaine dernière contre East Tennessee State. Donc, valait mieux qu'ils gagnent celui-là. Ouais. Sinon, en effet, la saison allait continuer à être un peu longue. Il y a quand même des enseignements importants dans cette conférence SEC, à commencer par la victoire de Florida du côté de South Florida. Là encore, au niveau du score, je vais retrouver ça tout de suite. Vous m'excuserez, j'ai ESPN qui est un peu capricieux au niveau de la liste des matchs. 42-20, très large victoire de Florida. Et ce qui est intéressant, c'est que à une semaine du match face à Alabama, on ne sait toujours pas qui va être le quarterback titulaire, parce que si Emory Jones a démarré le match là face à South Florida, il a été nettement moins bon, je trouve, que Anthony Richardson, encore une fois, je dirais. C'est ça, ce que j'allais dire. Ça fait déjà 2 matchs où on se dit que Richardson fait quand même une bonne prestation globale. Je crois avoir vu que c'est le premier quarterback de Florida à faire 100 yards à la passe et 100 yards à la course depuis Tim Tebow. Exactement. On en fera ce qu'on veut. Tout à fait. Et il fait 3 sur 3 à la passe, 152 yards, donc plus de 50 yards à la passe. Une bonne connexion avec Jacob Copeland de mémoire. Exact. Donc à surveiller, mais c'est vrai que du côté de Florida, en effet, tu le rappelles, parce que la semaine prochaine, il y a quand même juste la confrontation contre Alabama. La revanche de la finale de la ACC. Voilà, donc en l'occurrence, c'est sûr qu'avoir un quarterback qu'on estime fiable sur l'ensemble d'un match, c'est pas forcément une mauvaise chose, et le turnover peut peut-être avoir ses limites face au Crimson Tide. Enseignement également du côté de Tennessee, défaite à domicile contre Pittsburgh. Est-ce que c'est presque déjà la fin pour Joe Milton? En tout cas, je parlais de passes suralimentées tout à l'heure. Il nous a fait une session d'arrosage, Joe Milton. C'était assez phénoménal sur tout le premier quart-temps. Des passes trop longues de 10 yards à chaque fois. Et au final, les Volunteers qui ont lancé
Anton Hooker en deuxième mi-temps, ça n'a pas forcément été plus flamboyant. Défaite donc des Volunteers, 41-34 je crois. 41-34, ouais. Ça a été un petit peu mieux. C'est vrai que tu as raison, pas flamboyant, mais ça a été un petit peu mieux avec Hendon Hooker, mais pas suffisant face à une équipe de Pittsburgh. Voilà, on sait qu'il y a des connexions qui se font entre Kenny Pickett, le quarterback, et Jordan Addison, qui a d'ailleurs réussi un touchdown dans ce match. On a vu Taysir Mack également. Et une équipe de Pittsburgh qui était tout simplement... qui avait du répondant à chaque fois que Tennessee revenait. Et ça a été, c'est une défaite qui... On espérait tellement que ce soit le retour de Tennessee qui avait gagné la semaine dernière. Là, on voit que la marche est encore un peu haute face à une des bonnes équipes de l'ACC. En termes de talent, moi je t'avoue, en jetant un œil au match, je me dis, mais t'as T.O. Jackson et t'as les autres quoi, du côté de Tennessee. Hein. En caricaturant un peu, en termes de talent, ça reste extrêmement limité. Après, faut pas oublier non plus que c'est une équipe qui a été beaucoup tributaire d'un nombre presque record de transferts pour l'intersaison. Donc, c'est ça que j'allais dire. L'inverse serait presque anormal. Ouais. Tout à fait. Ils ont eu tellement de départs qu'effectivement, il y a T.O. Jackson qui est extrêmement bon en défense. Mais offensivement, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'armes. On espérait peut-être qu'un joueur comme Velus Jones, l'ancien joueur de USC, puisse être le receveur numéro 1, qui puisse se développer dans un rôle de receveur numéro 1. C'est pas encore vraiment le cas jusqu'à présent. Il a fait 3 réceptions, 31 yards dans ce match. Mais effectivement, Joe Milton a été en difficulté et il a finalement été remplacé par Hendon Hooker. Alors on va pas trop en dire peut-être sur le Kentucky-Missouri, tu vas sûrement en reparler tout à l'heure, mais en tout cas belle victoire dans des Wildcats 35-28 dans un match haletant de bout en bout face à Missouri. Ouais, je m'étais un peu inquiété la semaine dernière, manifestement on est revenu aux fondamentaux du côté de l'attaque des Wildcats. On en parlera tout à l'heure. Très bien. Bon, un gros jeu au sol en tout cas, dont on parlera sûrement à l'occasion de la chronique draft. En effet, mais en tout cas, succès important entre deux gros candidats à la potentielle 3e place de la division Est. Et voilà, c'est un succès qui fait pas tâche pour Kentucky. Jake Wandale Robinson a bien tourné également pour son deuxième match du côté de Lexington. Tu as tout à fait raison, c'était exactement l'enjeu de cette rencontre qui arrivait très tôt dans la saison, dès le mois de septembre, entre Missouri et Kentucky. Je suis bien d'accord avec toi. C'est a priori la 3e place de la division qui va se jouer derrière les gros que sont Georgia et Florida. Même si on ne sait jamais, peut-être qu'un des deux pourrait venir bousculer la hiérarchie et se glisser dans le duo de tête, mais a priori c'était la 3e place, et donc c'était d'ailleurs l'intensité du match était à la hauteur de l'enjeu, parce que ça a été effectivement un match avec beaucoup d'intensité. Ouais. Du côté de Missouri, il faudra peut-être éventuellement alterner offensivement, parce que c'est vrai que Taylor Beatty est très efficace depuis le début de la saison, mais pas utilisé. C'est vrai qu'autour c'est un peu plus limité. Moins utilisé, pas utilisé dans le jeu au sol en tout cas. Mais effectivement, à la réception, il est très régulièrement utilisé avec la connexion de Connor Bazelak. On en parle tout à l'heure peut-être. On enchaîne sur la Big 12. Alors on en a déjà parlé notamment par le biais des défaites d'Iowa State et de Texas. Tu voulais dire quelque chose déjà sur la Big 12 ? Big 12, gros événement cette semaine. Quand même, on peut peut-être commencer par ça très rapidement. L'expansion de la Big 12, ça y est, c'est officiel depuis la semaine dernière. 4 équipes vont venir s'ajouter à partir a priori de 2023. Ça a été la grosse annonce de cette semaine. Donc on a Cincinnati, Houston, UCF et BYU qui vont rejoindre la Big 12 à partir de au moins 2024, très probablement 2023. Ça c'est quand même un des gros événements. Alors ça donc c'est une conférence qui a priori va se retrouver à 14 tant que Texas et Oklahoma ne partent pas pour la ACC. Est-ce que c'est l'arrivée de ces 4 équipes va permettre des négociations plus faciles pour que Texas et Oklahoma, qui devront quand même payer des indemnités de départ, c'est sûr et certain, mais peut-être que on va se mettre d'accord pour un départ en 2023, ce qui ferait que la Big 12 redeviendrait une vraie Big 12, monsieur, avec 12 équipes et probablement 2 divisions. Mais ça a été effectivement le gros événement de cette semaine. Ça veut aussi dire que il va y avoir un effet domino parce que dans la conférence américaine, si vous avez bien suivi, perd 3 équipes et 3 des 4 cadors, puisque c'est gentil de mettre Houston dans les cadors, ça me fait plaisir. Ouais, en le disant, je regrettais de l'avoir dit parce que c'est vrai que SMU est peut-être un peu plus un cador que Houston ces dernières années. Donc je retire ce que je dis, 3 des 5 cadors, on va dire, puisque dans UCF, Cincinnati, Houston laisse SMU et Memphis un peu seuls dans la conférence américaine. On ne peut pas imaginer que ces équipes-là se posent pas des questions quant à leur avenir. Est-ce que leur avenir est dans l'américaine ou ailleurs ?
En tout cas, la conférence américaine doit se renforcer et va venir taper dans la CUSA, la Sunbelt, etc., etc. Donc le jeu du réalignement n'est absolument pas terminé, et dans les prochaines semaines, il va y avoir encore des mouvements. C'est une sorte de tectonique des plaques, si on peut dire, et effectivement, ça a été un des gros événements. On peut peut-être maintenant revenir à la semaine 2. Ouais, parce que je sais pas pour toi, mais la Big 12, pas bonne vibe depuis le début de la saison. Alors on a parlé des convenus donc d'Iowa State et de Texas tout à l'heure. Il n'y a pas que des équipes. En l'occurrence, j'en parlais tout à l'heure. Il n'y a pas d'équipe avec des fiches négatives, si on regarde sur le papier. West Virginia et Kansas, par exemple, ont su rebondir pour égaliser au niveau de leurs fiches. Mais il y a beaucoup de victoires un peu inquiétantes. Alors Baylor, ça a pas mal déroulé ce week-end quand même. Donc deuxième succès en 2 rencontres après leur victoire du côté de Texas State. Je ne parle même pas d'Oklahoma, pour qui c'était assez délicat, en tout cas avec une deuxième mi-temps piégeuse contre Tulane. Là, contre Western Carolina, ils ont été sans pitié. Le programme de FCS, je crois que le score c'est 76-0. Ouais, 76. Avec 5 TD de Spencer Rattler. Ouais, 76-0. Ils ont même joué que 12 minutes dans le dernier quart-temps, parce qu'il faut aller arrêter le massacre quand même. Et par contre, les 4 autres équipes qui ont une fiche de 2 victoires en 2 matchs, elles ont beaucoup souffert ce week-end. On a Oklahoma State contre Tulsa. On a Texas Tech contre Stephen F. Austin, programme de FCS. Ça c'est moche. On a TCU contre California. Alors c'est moins déshonorant des 4, je pense. Et on a Kansas State contre Southern Illinois. Je le garde pour la fin parce que Kansas State, on a de nouveau perdu a priori Skylar Thompson sur blessure. Et on a vu comment ça s'était passé l'année dernière. On commence par ça ou on finit par ça finalement? Je te livre les 4. Tu me dis ce que tu préfères. Je t'avoue que je vais commencer par celui-là parce que c'est celui qui est le plus inquiétant. Effectivement, encore une blessure de Skylar Thompson. C'est au genou, si je ne me trompe pas, cette fois-ci. Ou au tendon d'Achille, j'ai un doute là, je t'avoue. J'ai pas eu le temps de creuser. J'ai vu la blessure. Il me semblait que moi, quand je vois la blessure, j'ai l'impression que c'était un peu une blessure à la Mohamed Ibrahim, mais il semblerait que je crois avoir vu que c'était au genou. Bon, ce qui est inquiétant, c'est que lui avait déjà été opéré de l'épaule l'année dernière après de nombreuses blessures, et ça semble que sa santé est extrêmement fragile et qu'il a du mal, à tenir le cap et à tenir l'intensité que demande, en tout cas physiquement il a l'air d'être vraiment court, et ça pose problème parce que c'est le moteur de cette équipe des Wildcats. Et maintenant les clés de l'attaque vont être données très probablement à Deuce Vaughn, le running back. C'est une équipe qui va devenir extrêmement unidimensionnelle, parce que j'ai pas extrêmement confiance en Will Howard, le backup. Il fait pas un pick six en plus qui relance sur ce match-là. Exactement, il finit à 8 sur 17, 76 yards, une interception pick six. Face à une équipe de Southern Illinois qu'on avait vue très bonne pendant le printemps dans la FCS, qui avait battu North Dakota State en saison régulière avant de tomber en playoff, mais ils ont été jusqu'en quart de finale, si je me rappelle bien, avec un quarterback notamment Nick Baker qu'on avait beaucoup aimé avec Antoine au printemps. Et écoute, ils ont souffert. Et ils sont passés assez proches de la correctionnelle, puisque à l'entrée du 4e quart-temps, ils ne menaient que 24-23. Ils s'en sortent plutôt très bien, mais l'avenir est un peu inquiétant, je trouve, du côté des Wildcats. Ouais, tout à fait. Une autre équipe, du coup, qui t'a inquiété. Moi, j'avoue qu'Oklahoma State, je ne m'attendais pas à ce qu'ils galèrent de nouveau contre Tulsa. C'était le cas déjà l'année dernière. Ouais, moi non plus. Je t'avoue que... C'est quand même dingue de se dire qu'ils ont un tel quatuor de coureurs et que le jeu au sol me semble quand même plus que poussif depuis le début de la saison. Alors qu'ils n'ont pas non plus joué des cadors, ils ont joué Missouri State et tout ça. Oui, à qui le dis-tu, moi qui ai un de ces joueurs-là dans mon équipe de fantasy? Je dis ça, je dis rien. Effectivement, c'est une des déceptions de la saison pour l'instant, le niveau de jeu. On sait que c'est une équipe qui va plutôt bien défendre, qui est bâti sur sa défense et un gros jeu au sol, mais ils pourront pas gagner éternellement des matchs uniquement avec les plaquages de Malcolm Rodriguez et les inspirations de Colby Harvell-Peel, quoi. À un moment donné, il va falloir produire un petit peu en attaque, et je trouve que effectivement l'attaque Oklahoma State, c'est essentiellement jeu au sol.
c'est 140 yards dans ce match face à Tulsa. C'est pas mirobolant pour une équipe qui devrait tourner plutôt autour de 200 yards de sol par match. Et effectivement, on n'a pas vu, à part Spencer Sanders, le quarterback, il n'y a aucun des running backs qui est au-dessus de 40 yards dans ce match. Contre Tulsa, je trouve ça quand même un peu inquiétant. Ouais. C'est sûr. Écoute, on va pouvoir enchaîner du coup, parce que je le disais, Texas Tech, c'est pas foufou contre Stephen et Faustin également. Et TCU contre California, pour le coup, très beau match. Qui s'est joué sur cette victoire 34-32 avec encore un retard à l'allumage pour les Horned Frogs, mais une conversion à 2 points qui est stoppée en fin de match du côté de Cal. Donc c'est bon à prendre, mais ouais, un Zach Evans qui commence à se mettre en route quand même au niveau exact, c'est ce que j'allais te dire. Il finit à plus de 8 yards par course sur ce match. Et c'est sûr qu'il y a son big play de 51 yards qui fait monter la statistique, mais effectivement, il a porté plus de 20, il fait plus de 20 portées dans ce match, 183 yards au total. C'est pas uniquement les exploits de Max Duggan qui vont faire gagner TCU cette année, et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les Horned Frogs qui gagnent ce match 34-32 contre une bonne équipe quand même de la Pac-12 California qui a cru à la victoire jusqu'au bout finalement, avec notamment un Chase Garbers qui n'a pas été mauvais de 309 yards, 2 touchdowns, mais c'est donc TCU qui s'en sort, et du coup les deux équipes étaient très proches l'une de l'autre, mais les destins sont pas du tout les mêmes, puisqu'ils sont à l'opposé. Cal c'est 0-2 et TCU c'est 2-0 depuis le début de la saison. On enchaîne avec la conférence ACC, et que des vainqueurs dans la division Coastal pour démarrer. Virginia Tech qui bat Middle Tennessee, Pittsburgh, on en a parlé, qui s'impose à Tennessee, Virginia également qui a déroulé contre Illinois avec 14-0 après à peine 5 minutes de jeu. Et attention, les Cavaliers à surveiller, parce que Brennan Armstrong, 5 touchdowns. Ça monte en puissance. J'ai bien aimé vraiment, il a été vraiment vraiment bon. Et alors là, il y a un joueur qui a beaucoup progressé depuis sa prise de pouvoir finalement au poste de quarterback des Cavaliers. Et écoute, il semble très très en forme actuellement, 5 touchdowns puis 400 yards à la passe, c'est une très belle victoire je trouve de Virginia. Une équipe... ça change de Perkins, c'est sûr. Et surtout il protège le ballon, ce que faisait pas son prédécesseur notamment. Écoute, on lui souhaite en tout cas jusqu'à la fin de la saison. Ça passe également pour Duke contre North Carolina A&T, pour Georgia Tech contre Kennesaw State, deux programmes de FCS. North Carolina s'est bien repris également contre Georgia State. Ça a été un peu plus délicat pour Miami, qui recevait quand même Appalachian State, donc c'était pas les premiers venus. On a été mené du côté de VU, notamment avec ce retour de coup de pied des Mountaineers, mais finalement ça passe avec encore un Derrick King assez solide et une défense qui a su faire la différence dans les moments clutch. Qui a su faire la différence, mais effectivement c'est passé ric-rac comme on dit, et c'est sur un field goal de 43 yards en toute fin de match de Andy Borregales que les Hurricanes s'en sortent. La chaîne 7 a bien encore failli nous taper une équipe du top 25 avec un très bon Cameroun Peoples, notamment le running back des Mountaineers qui a été très très bon. C'est vraiment, ils ont cru jusqu'au bout. Il y a une passe de touchdown de Chase Bryce en toute fin de match qui a permis donc aux Mountaineers de passer devant, mais Miami s'en sort très très bien avec effectivement une bonne défense, notamment en fin de match. Juste un tout petit mot sur Samuel. Écoute, on le connaissait passeur, là il se met à courir. Écoute, il a fait son meilleur match au sol, puisque si tu lis bien la ligne de stats, il finit même meilleur coureur de son équipe dans ce match avec plus de 100 yards. Quand même, Oui, c'est vrai. Bon, écoute, en tout cas, les observateurs NFL l'auront noté, j'en suis sûr. Tout à fait, absolument. Mais tu as raison. Tu as raison. Mais écoute, il fait en tout cas une performance offensive très très bonne, puisqu'il finit avec 456 yards offensifs au total. Une bonne prestation de Samuel qui avait besoin de se rassurer après sa prestation quand même très inquiétante face à Virginia Tech en semaine 1. Tout à fait. La division Atlantique, donc comme je le disais, alors globalement, donc Louisville et Clemson ont notamment lancé leur saison, respectivement contre les programmes de FCS, Eastern Kentucky et South Carolina State. Ça passe également pour Wake Forest et pour Boston College de manière assez confortable. NC State et Syracuse, on en a parlé tout à l'heure. Tu veux parler de Boston College? Ouais, Boston College, blessure pour Phil Jurkovec. Ça m'a échappé, ouais, ça. Attention, j'en suis le premier déçu. Attention. Alors, est-ce qu'on l'a protégé C'était avec tout le respect que j'ai pour UMass. Est-ce qu'on l'a un petit peu protégé en voulant s'assurer que c'était peut-être une petite blessure pas si grave. On voulait le protéger, mais donc il a laissé sa place à Dennis Grosel, son backup qui a
qui a fait un bon match, mais on a surtout vu le running back Patrick Garwo dans ce match, donc remporté par Boston College. Mais gardez un petit œil sur la blessure de Phil Jurkovec, ça pourrait être très très embêtant pour cette équipe de Boston College s'ils devaient perdre leur quarterback numéro 1. Ah, je suis bête, je l'ai vu en plus, la truc sur Dennis Grossel. Dennis Grossel, dont j'espère que non. un de ses enfants s'appellera Pepper. C'est obligatoire. Mais bon, parlant de bonnes blagues, on va peut-être parler de Florida State et de ce dernier jeu absolument what the fuck contre Jacksonville State. Alors, en termes de contenu offensif, c'était pas ouf, mais comment tu fais à 6 secondes de la fin pour concéder un big play de quasiment 60 yards sur une 4e et 10 C'est une 4e et 10. Sur une 4e et 10. C'est... Très franchement, j'ai vraiment pas compris comment... Enfin, il y a eu un moment de flottement, on s'est même demandé s'il n'y avait pas un coup de sifflet qui était intervenu, parce que vraiment, le jeu, il sort absolument de nulle part. Je crois que c'est PJ... Non, c'est pas PJ Wells qui met le touchdown, c'est... Philo Johnson. Ouais. Qui met le touchdown, et ouais, enfin, c'est... Mais... En fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu mets autant de linebackers pour exposer autant le backfield. Écoute, 59 yards sur une 4e et 10 pour le dernier jeu du match. C'est inimaginable. Je sais pas, tu fais un cover 6, enfin, bon, là, c'est pas bien compliqué. Là, il suffit juste de plaquer le... Parce que c'est même pas une passe à Ave Maria. Hein. C'est-à-dire que c'est une passe c'est sur les 15 yards à peu près de Florida State. Donc derrière, c'est le receveur qui fait la diff. Ouais. C'est le receveur qui fait, c'est un catch, presque pas un catch and run, mais limite, quoi. Et puis il n'y a aucun plaquage, quoi. Aucun plaquage. Il y a un bon bloc qui l'aide bien. Mais c'est extrêmement décevant. Alors on savait qu'ils allaient avoir un gros défi physique face à Jacksonville State, qui est une équipe bâtie comme une équipe FBS. Vraiment très 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 athlétique, l'équipe de Jacksonville State dans l'Alabama, mais qui manque un peu de talent. Et on savait qu'à jouer, à se limiter au défi physique, ça allait faire un match très serré. C'est ce qu'on a eu. Ils menaient 17-13, donc voilà, la victoire était assurée, et ils sont complètement passés à travers sur cette dernière action. C'est dommage parce que effectivement, c'était la première titularisation de Mackenzie Milton, qui a pris très peu de risques. Il a réussi un touchdown, son premier touchdown réussi à la passe depuis novembre 2018, l'époque donc de sa terrible blessure. Mais il n'a pas pesé sur le jeu, et c'est un petit voilà, il a fait une performance qui ressemblait un petit peu à ce que je craignais, c'est-à-dire la semaine dernière face à Notre-Dame, quand il est rentré, il y avait beaucoup d'adrénaline, il y avait le momentum du match, etc. Et puis il a été bon face à Notre-Dame. Là, ça a été beaucoup moins convaincant. Pas trop utilisé, mais surtout aucun big play pour Mackenzie Milton. On a beaucoup joué sur Jashon Corbin, et écoute, Florida State, ils sont à 0-2, quoi. Ouais, et puis 2 défaites d'une courte tête, 2 défaites à la maison. Alors Notre-Dame, ça pouvait passer encore, même si on va en parler tout de suite de Notre-Dame, parce que de toute façon, voilà, les enseignements au niveau de la conférence ACC, pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses. On l'a dit, il n'y a pas beaucoup de succès non plus référence à signaler, en tout cas pour les équipes très bien classées. Notre-Dame qui recevait Toledo, Notre-Dame classé numéro 8 après sa victoire à Texas A&M. On a encore joué à se faire peur quand même du côté du programme de South Bend. Ouais. Victoire dans les dernières secondes avec notamment un strip sack, je crois, pour assurer la victoire en fin de match. Mais ouais, est-ce que tu es totalement rassuré par le contenu encore une fois, c'est toujours pareil. Alors, Jacone est moins impressionnant que la semaine dernière. Mais bon, ça fait quand même le boulot. Après, c'est vrai qu'il y a toujours ces pertes de balles un petit peu problématiques. Ce pick 6 notamment juste avant la mi-temps. Comment on explique une telle fébrilité de la part des Fighting Irish ? Écoute, le tempo du match est allé assez rapidement dans le sens de Toledo, notamment parce qu'ils ont dominé la ligne de scrimmage. Et ça a été vraiment... Ça, c'est très inquiétant pour l'équipe de Notre-Dame, parce que la ligne offensive, notamment, s'est fait vraiment bouger, en première mi-temps surtout, par les Rockets. Il s'était déjà fait bouger un petit peu quand même face à Florida State. C'est peut-être que là, l'aspect de pouvoir recharger les batteries année après année sur la ligne de scrimmage, notamment offensivement, peut-être qu'on vient d'atteindre la limite du côté de Notre-Dame, et qu'il faudra une saison de transition à ce niveau-là, parce que il y a eu moins d'espace, notamment pour Kyren Williams, qui a dû gagner ses yards en passant vers l'extérieur, et beaucoup moins vers l'intérieur. Les big gaps, 6 gaps, etc. On oublie là. Ça a été beaucoup plus compliqué. C'était des 10 gaps et vraiment à l'extérieur. Là, on a gagné les yards.
Et on n'a pas vu Chris Tyree. Chris Tyree, il réussit son touchdown sur un wheel route, sur une belle passe d'ailleurs de Tyler Buchner qui a été intégré d'ailleurs au jeu offensif de Notre-Dame en même temps que Jack Cohen. Mais écoute, ces 2 matchs qui sont gagnés à l'arraché, on sent pas vraiment l'équipe sûre d'elle comme elle l'était l'an dernier. Je commence à avoir de sérieux doutes sur cette équipe de Notre-Dame qui gagne ces 2 premiers matchs vraiment à l'arraché, comme je le rappelle. Alors défensivement, oui, ils sont toujours capables d'aller réussir un big play. Ça a été le cas dans ce match où effectivement il y a un strip sack. On a vu encore un très très bon Kyle Hamilton qui fait 2 plaquages pour perte. Myron Tagovailoa à Mossa qui a été également très solide. Isaiah Foskey qui est le pass rusher qui est toujours, qui peut créer aussi des big plays, mais de manière générale, je trouve qu'il n'y a pas le talent de l'équipe qu'on avait sur les 2-3 dernières années du côté de Notre-Dame. On enchaîne rapidement avec les programmes du groupe F. Alors juste peut-être rappeler, parce qu'on a parlé rapidement de BYU et là tu viens d'exposer le cas de Notre-Dame. Liberty et Army, c'est toujours invaincu pour l'instant. Liberty vainqueur à Troy 21-13 avec notamment un Malik Willis encore très précieux au sol. Du côté des Flames, Army également, ça tourne pas mal. Ils ont mis une petite déculottée à Georgia State en première semaine. Là, ils s'imposent de manière un peu convaincante, même s'ils se sont fait peur en fin de match contre Western Kentucky. La stat est quand même, les stats sont magnifiques dans ce match. Le contraste des styles de jeu. Army finit avec 339 yards au sol et Western Kentucky finit avec 435 yards à la passe. C'était vraiment impressionnant le contraste des styles de jeu, je répète. Et à ce petit jeu-là, c'est Army qui s'en sort bien finalement. Mais encore une grosse performance de Bailey Zappi, le quarterback des Western Kentucky. 435 yards et 3 touchdowns. Un joueur vraiment très 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 spectaculaire. Mais la défense de Army a préservé la victoire donc, du côté des Black Knights. Très bien. Et puis au niveau de l'ACC maintenant, Cincinnati qui confirme son succès de la semaine dernière contre Murray State, programme de FCS. SMU également qui s'impose. UCF qui confirme contre Bethune-Cookman avec un plaquage au passage pour Jordan Avicet qui a donc, on le sait, rejoint le programme de FCS pendant l'intersaison. Houston, Temple et Tulane qui lancent également leur campagne. Donc voilà ce qu'on peut dire intéressant. Memphis également, attention, ils sortent des running backs tous les ans. Cette année, la vedette, c'est Brandon Thomas, qui a encore donné le tournis à la défense d'Arkansas State. Et un match qui se termine à 1361 yards au total. C'était vraiment l'explosion offensive dans cette rencontre qui se termine avec la victoire de Memphis 55-50. Un petit mot quand même sur Cincinnati. Ok, ils gagnent 42-7, mais le score à la mi-temps, c'était 7-7. Oui, bon, il y a un peu de retard à l'allumage. Mais... En tout cas, du côté de Memphis, on sait que Grant Gunnell est blessé depuis le début de la saison. Je suis pas sûr que Stephen Egan il a envie de lui rendre le poste tout de suite. Il fait 5 TD à la passe, je crois, sur ce match-là. Au moins 4. Donc, l'attaque de Memphis, c'est quelque chose pour l'instant depuis le début de la saison. Même si on sait que la défense d'Arkansas State, ça fait quand même un petit moment qu'elle est un peu malade. Ouais. On passe à la conférence USA également avec le nouveau succès de Charlotte contre Gardner-Webb, Marshall également qui a déroulé à domicile. Petite frayeur pour Florida Atlantic qui a eu beaucoup de retard à l'allumage mais qui s'impose finalement contre Georgia Southern. Donc on se retrouve avec ces 3 équipes au niveau du wagon de tête de la division Est. Et puis à l'Ouest également UTSA qui confirme son succès acquis du côté d'Illinois avec une victoire contre Lamar, programme de FCS. UTSA qui est classé devant UTEP, sachant que UTEP s'est incliné ce week-end. Contre qui ils sont inclinés? J'ai UTEP, j'ai un doute. Là, ils ont perdu à Boise State vendredi soir. Boise State, tout à fait. C'est moi qui... Mais voilà, c'était 2 premiers succès acquis relativement facilement pour les Miners. Dans l'occurrence, la logique a été respectée vendredi soir du côté de Boise. Mais en tout cas, on attendra de voir un petit peu, parce que forcément, UAB est un partout. Voilà, on attendra que ça se décante un petit peu au niveau de cette conférence. Dans la MAC également, aucune équipe invaincue. C'est quand même à signaler. On a quand même Central Michigan et Western Michigan qui ont réagi ce week-end. Et puis dans la division Est, que je regarde, Kent State également, qui s'est bien repris. La grosse déception, c'est celle d'Ohio, qui s'incline dans les dernières secondes face à Tulane. On s'attendait à ce que Tim Albin reprenne bien la suite de Franz Solic. Pour l'instant, c'est un programme qui est quand même en proie au doute. Ouais, plus que ça. Parce que perdre à domicile contre Duquesne,
qui est quand même pas un foot de guerre dans la FCS, c'est assez inquiétant, quoi. Assez inquiétant. Et dans la MAC, il y a un autre cas intéressant, c'est que Kent State a gagné 60-10 contre VMI, et tu sais que 60-10, c'était un scorigami la semaine dernière. Est-ce que tu sais ce qu'est un scorigami ? Ce sont les scores qui ne se sont jamais produits. Et dans la FCS dans la FBS la semaine dernière, Auburn avait gagné son match 60-10 et c'était la première fois de toute l'histoire du college football qui avait un score 60-10. Ça n'était jamais arrivé avant. Eh bien, incroyable. La semaine suivante, boum, 60-10, victoire de Kent State contre VMI. Petite stat assez drôle. Comme quoi, des fois, faut savoir attendre, dit-on. Le hasard est assez capricieux. On passe à la Mountain West à présent. Je parlais de la victoire de Boise State face à UTEP pour lancer enfin la saison des Broncos. Ça a été compliqué pour ton Bandwagon, Morgan. Hein. New Mexico, dans la Mountain, ils ont un peu sorti les rames pour s'imposer contre New Mexico State. L'ogre New Mexico State. Par contre, ça gagne pour Utah State contre North Dakota. Bon programme de FCS, faut-il le rappeler. Ça passe pour Air Force également qui s'impose du côté de Navy et pour Wyoming qui s'impose du côté de Northern Illinois. Un vrai récital offensif. À un moment donné, j'ai cru que c'était la Pac-12 After Dark. Mais en fait, non, je sais pas, c'est 50-43 je crois, le score final en faveur des Cowboys. Même Ricky Lombardi finit avec plus de 230 yards à la passe. C'est te dire. Ouais, c'était assez intéressant à ce niveau-là. Oui, tu te moques de New Mexico, mais moi je regarde le classement, fiche de 2-0. Comme Utah State. Moi, j'attends la dernière semaine avec une sérénité, tu n'as même pas idée. Je vois que Justin Rice fait 2 interceptions pour les Aggies. Moi, je suis rassuré totalement. Dans la division Ouest, en l'occurrence, Nevada qui a bien confirmé sa victoire à Cal face à Idaho State. Et puis, on a quand même ce succès référence de San Diego State du côté d'Arizona. La semaine dernière, on se félicitait de la prestation encourageante des Wildcats contre BYU. Là, ils ont ouvert les vannes dès la première mi-temps. 2 touchdowns rapidement pour éteindre la lumière et victoire assez confortable des Aztecs pour prendre avec Nevada les commandes de la division Ouest pour l'instant. Ouais, donc, puis Arizona, ils se sont fait marcher dessus. On sait que San Diego State, ça court beaucoup, 271 yards au total, et on a vu un très bon Greg Bell au poste de running back pour San Diego State. Tout à fait. On termine avec la Sunbelt, avec notamment Coastal Carolina et South Alabama, qui sont les 2 seuls programmes à avoir enregistré 2 succès en 2 matchs. Coastal Carolina, c'était aux dépens de Kansas. Un peu de résistance de la part des Jayhawks en première mi-temps, mais ça n'a pas tenu bien longtemps. Non. Et Jason Bean. Par contre, ils ont trouvé leur quarterback. Jason Bean est vraiment un joueur très spectaculaire. Et ça, il va gagner des matchs cette année. J'ai l'impression que Kansas est peut-être prêt à faire 1 ou 2 surprises dans la Big 12 grâce à ce type de performance de Jason Bean, le quarterback. Et du côté de South Alabama, on s'est imposé chez l'ogre Bowling Green 22-19 pour confirmer la victoire face à Southern Miss en première semaine. 2 autres résultats importants dans cette Sunbelt, c'est la victoire de Louisiana pour lancer sa saison, victoire contre Nichols, programme de FCS. Ça n'a pas été fameux, en tout cas on s'est fait un petit peu peur en fin de match, victoire 27-24. Et puis l'autre résultat important, c'est bien sûr Texas State, qui s'impose du côté de Florida International. Enfin, il gagne un match en fin de match. Pour lancer la saison des Bobcats. Par contre, ça a peut-être commencé à swinger un peu du côté de Florida International. C'était peut-être pas une défaite prévue au programme pour Butch Davis, donc à surveiller pour la suite de la saison, malgré de nouveau un excellent Devonte Price. Est-ce que tu as 3 matchs à nous conseiller, Morgan? Yes, je vous conseille Ohio State, Oregon, quand même, grosse ambiance, gros match, la surprise de la semaine à revoir absolument si vous ne l'avez pas vu. BYU, Utah, grosse rivalité, grosse ambiance également du côté de Provo, un match assez spectaculaire, je vous le conseille aussi. Si vous aimez les attaques, Memphis, Arkansas State, on en a parlé tout à l'heure. Puis si vous aimez les matchs où ça s'est joué vraiment sur la fin, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais le dernier drive de Notre-Dame avec cette passe de Jack Cohen pour Michael Mayer, là je viens de vous spoiler, mais ça c'est quand même assez spectaculaire. Notre-Dame Toledo, pourquoi pas en replay. Très bien. Et écoute, on peut passer dès à présent à la chronique draft. Quel est ton top 5 de la semaine, Morgan? Est-ce qu'il a beaucoup changé par rapport à la semaine passée? Écoute, il semblerait que de ne pas jouer, ça arrange ses affaires, en tout cas dans mon top 5, parce que Kayvon Thibodeau, je le laisse numéro 1. C'est vrai qu'il n'a pas joué, il n'a eu aucun impact sur la victoire d'Oregon face à Ohio State.
ou peut-être un peu quand même, parce que je ne sais pas si tu as vu, mais il a été très actif sur la sideline pour donner des conseils à ses coéquipiers, à les encourager. Et j'ai trouvé qu'il a fait preuve d'un certain leadership, même s'il n'a pas joué. Il aurait pu rester habillé, aller en tribune. Non, il voulait être là sur le terrain. Il a été très actif pour encourager ses coéquipiers. Et j'ai trouvé que c'est plutôt, ça démontre, voilà, même si on sait qu'il va quitter l'équipe l'année prochaine, il est attaché aux performances de son équipe. Il la joue pas juste perso, pour jouer, pour parler plus simplement. Et ça, j'ai beaucoup apprécié son sponsor appréciera aussi cette attitude. Et voilà. Alors là, voilà, les mauvaises langues disent que c'était peut-être pour montrer et avant tout le sponsor sur la sideline. Et voilà. Moi, je vois le bon côté des choses. Taquiner. Probablement que il a quand même un petit peu, même s'il n'était pas sur le terrain, il a un petit peu contribué à la victoire d'Oregon. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. C'était plutôt sympa. Les joueurs un peu superstars comme ça, ils sont pas obligés de le faire. J'ai pas souvenir, par exemple, parce que je prends souvent cet exemple-là, d'avoir vu Jadavion Clowney, par exemple, au taquet sur des matchs qu'il jouait pas avec South Carolina. Exact. Voilà. Bon, numéro 2 de mon classement, Derek Stingley, je change pas. C'est pas une très grosse performance encore face à. D'ailleurs, LSU a souffert face à McNeese dans le match, le Oregon Bowl, le Orgeron Bowl, pardon. Mais effectivement, écoute, il est tellement impressionnant athlétiquement que ses performances sont pas suffisamment inquiétantes pour que je le sorte de mon top 5. Je laisse Chris Olave numéro 3, 12 réceptions, 126 yards. Il a sonné la révolte des Buckeyes dans le 4e quart-temps avec quelques réceptions qui auraient peut-être pu permettre aux Buckeyes de s'en sortir. Ça n'a pas suffi, mais au niveau individuel, il a été encore vraiment dominant. Je bouge pas avec Kyle Hamilton, le safety de Notre-Dame. J'en parlais tout à l'heure. 3 plaquages pour perte dans ce match face à Toledo. On l'avait vu très bon dans le cover, en position de cover la semaine dernière face à Florida State. Là, il a été plus chercher les adversaires dans le backfield offensif adverse. Ça démontre un peu sa polyvalence. Et j'ai beaucoup aimé sa prestation encore une fois. Et numéro 5, j'ai un petit changement. J'avais Evan Neal la semaine dernière, le tackle d'Alabama. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais Aidan Hutchinson de Michigan a fait un match énorme pour les Wolverines, je trouve. Alors 4 plaquages simplement, c'est pas forcément énorme, mais 2,5 sacs, et il a été vraiment très 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 dominant, je dirais, face à la ligne offensive de Washington, et il a vraiment aidé à la victoire, à la belle victoire de Michigan. Et Dan Hutchinson, on lui avait on avait été un peu dur l'année dernière, on trouvait qu'il performait pas à la hauteur de son talent. Là, ça va beaucoup mieux. Écoute, je le fais rentrer dans mon top 5. Bon, il a été un peu blessé aussi l'année dernière. Ce n'est pas une raison. C'est ça. C'est vrai qu'il était blessé. Très bien. Bah écoute, moi, pour mon top 5, il n'y a pas énormément de changements. Il y a un petit cas de conscience quand même. Numéro 1, Kyle Hamilton, safety de Notre-Dame. Il n'y a pas de raison que ça change. En numéro 2, je vais quand même y aller avec Evan Neal, tackle d'Alabama. Je vois pas de raison de le modifier après ce week-end contre Mercer. Numéro 3, Kayvon Thibodeau, en effet, que j'ai pas envie de sanctionner de par son absence. En numéro 4, je laisse Marvin Lille de par la bonne prestation défensive des AM. C'est pas le match où il s'est plus mis en évidence, mais il était pas mal surveillé malgré tout. J'ai eu beaucoup de double team sur Marvin Lille pour une bonne partie du match. Et numéro 5, je t'avoue que j'ai un gros cas de conscience. Il me fallait un quarterback. T'avais Carson Strong, je crois. J'avais Carson Strong. Alors, comme c'est le début de saison et que c'est homogène, je vais sortir Carson Strong, qui ne méritait pas de sortir. Mais depuis la semaine dernière, il y a eu 2 prestations quand même de Matt Corral qui me paraissaient intéressantes de mettre aussi en évidence. Pour l'instant, je mets ces 2-là en ballottage en numéro 5. Encore une fois, je ne pars pas pour acquis que c'est ce qui se passera à la draft. Mais voilà, ça me paraît nécessaire de mettre en avant leur bon début de saison respectif, surtout avec des quarterbacks qui déçoivent pour bon nombre d'entre eux. Donc voilà, je mets pour l'instant Matt Corral numéro 5, même si j'ai pas dans l'idée que les défenses de Louisville et d'Austin Peay soient monstrueuses et que j'attends encore d'en voir plus. Et je sais que j'en verrai plus avec une attaque de Lane Kiffin. Voilà, je le disais tout à l'heure, il y a des bonnes connexions qui se font notamment avec Drummond, donc voilà, ça me paraît intéressant de le mettre en avant. Mais Carson Strong est 6, je le dis tout de suite, voire même 5,5, donc vraiment ça se joue sur un mouchoir de poche. J'aurais même pu faire un co-5e. Ton joueur hot de la semaine, Morgan? Hot de la semaine, le meilleur coureur de la semaine, plus de 200 yards au sol cette semaine, 206. Piqué, je pense qu'on peut le dire. Oui, je te l'ai piqué, effectivement. 206 yards au sol, 3 touchdowns contre Missouri dans ce match.
vraiment, qui avait beaucoup d'enjeux dans la ACC Est. Écoute, c'est un running back qui est très très sûr. 0 fumble l'année dernière en 2020. Cette année encore, il protège très très bien son ballon. C'est un running back qui est très bas sur ses appuis, il est vraiment très très difficile à plaquer. Il attaque toujours ses défenseurs d'ailleurs en baissant l'épaule. Il rentre dedans, là, il n'hésite pas, il évite jamais les contacts. Et en plus, c'est un excellent run blocker. Alors, il faudra qu'il en ait déjà 21 touchdowns en carrière avec les Wildcats. Il faudra qu'il multiplie ses bonnes performances dans les prochaines semaines. C'était pas forcément un running back qu'on voyait beaucoup potentiellement avant le 3, 4e, 5e tour, on va dire. Mais je trouve qu'il marque quand même des points. Un gros running back qui sort de la SEC, ça peut encourager certains. Ça peut encourager certains scouts à aller regarder qu'est-ce qui se passe du côté de Chris Rodriguez Jr. Et c'est très clairement le joueur qui va porter le destin de son équipe cette année. Kentucky finit avec 340 yards au sol face à Missouri et il en réalise 206. Donc vraiment un joueur à surveiller, Chris Rodriguez Jr. de Kentucky. Bon, alors, j'avais hésité, je m'étais amusé à faire des contre-pieds en sachant que Morgan allait prendre Rodriguez. J'avais hésité avec Keith Gallman, le safety de South Alabama, auteur de jeu décisif du côté de Bowling Green, mais je vais quand même garder Aidan Hutchinson, je suis désolé. Même s'il est dans ton top 5, ça me paraît important de le mettre à l'honneur, parce qu'en effet, il a quand même sorti le grand jeu contre une O-line de Washington qui est quand même pas la première venue. Même si on sait que l'attaque du côté de Washington, c'est pas le gros point fort. Mais voilà. Mais en fait, je garde à l'esprit son fumble, notamment qui provoque de Richard Newton, où il le balance comme une vulgaire crotte sur le sol, sans même pousser sur le ballon. Enfin, il y a une force qui se dégage de ce joueur. Alors, bien sûr, son historique de blessure va sûrement jouer en sa défaveur. Mais il y a un tel talent, une telle rapidité off the edge, comme on dit, que ça me paraît quand même très très étonnant qu'il soit pas considéré dès le jeudi soir à l'orée de la prochaine draft. Mais en fait, tu le mets à l'honneur, mais tu lui as mis un petit tacle en off, parce que si tu te souviens bien, je t'avais dit que je changeais mon numéro 5 et tu m'avais dit non, mon joueur de la semaine, c'est sûrement pas ton. Quand on en a parlé, je pensais à Keith Gallman. Au safety de ça. Ok, c'est pour ça que j'ai bien précisé qu'il était dans mon équation à ce moment-là, mais en y réfléchissant bien, même si Gallman est un peu moins en évidence que Hutchinson, donc Gallman, je le répète, un defensive back de South Alabama, il n'y a pas beaucoup de défenseurs talentueux du côté des Jaguars, il en fait partie et il a un gros impact sur les victoires acquises. Après, encore une fois, pour moi, c'est quand même plus notable la prestation de Hutchinson contre Washington que celle de Gallman contre Bowling Green, ou même si ça permet à South Alabama de bien commencer la saison, c'est pas non plus une adversité absolument dingue, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai doublement changé mon fusil d'épaule, d'abord en off, puis ensuite à l'antenne. D'accord, parfait. On a fait le tour sur cette chronique draft. On remonte dès à présent le temps pour s'intéresser à la saison 2002 et le yearbook. C'est parti. Le yearbook donc consacré à la saison 2002, on avait quitté, Morgan, l'univers du college football vintage avec le titre logiquement acquis par les Miami Hurricanes pour la première saison de Larry Coker. C'est donc pas une surprise si Miami trône à la première place du top 25 lors de la pré-saison, et ce devant Oklahoma, devant Florida State, devant Texas de nouveau dans le top 5, et également devant Tennessee. Du coup, on va quand même parler de l'équipe qui va être sacrée au bout du compte et qui va mettre à mal justement Miami, parce que Miami en l'occurrence va continuer sur sa bonne série. Avant le début de la saison, il me semble qu'ils étaient à 22 victoires de suite. Et ils vont s'arrêter à 34. Oui. La faute à une équipe qui, alors j'allais dire n'était pas dans le top 25, si, une équipe qui n'était que 13e du top 25 lors de la pré-saison. Et qui est montée en puissance tout au long de la saison jusqu'à effectivement l'apothéose de ce Fiesta Bowl remporté face à Miami. On parle d'Ohio State, donc équipe donc de la Big Ten, qui n'était pas forcément parmi les favoris en début de saison. On savait qu'il y avait un certain nombre de talents, on savait qu'il y avait un freshman qui arrivait au poste de running back qui était assez excitant.
qui va avoir une suite de carrière plutôt mouvementée, on va dire, mais qui aura quand même joué un rôle essentiel pendant cette saison 2002, c'est Maurice Clarett, le running back, et qui va d'ailleurs être plutôt étincelant dans cette fameuse finale nationale contre du Fiesta Bowl, remporté face à Miami. On en parlera peut-être tout à l'heure avec une certaine controverse, mais on a vu effectivement aussi un Craig Kenzel qui a été au poste de quarterback, plutôt un game manager, mais qui l'a très très bien fait tout au long de la saison, et Ohio State a fait partie de ces équipes. Nombreuses équipes invaincues d'ailleurs en novembre, et un petit peu moins nombreuses à partir d'un week-end qui a été ravageur pour certaines d'entre elles. Ouais, juste pour contextualiser, parce que tu parles à raison de Krenzel et de Clarett en attaque, hein, qui ont été deux playmakers constants tout au long de la saison. Ce qui est notable aussi avec cette équipe d'Ohio State, et c'est très symptomatique de l'époque, il y a 6 matchs où ils concèdent moins de 10 points. Ouais. Et c'est aussi la patte du coordinateur défensif de l'époque, qui était un certain Marc D'Antonio, Exact. qui a coaché jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça du côté de Michigan State. Donc vraiment les prémices, on va dire, hein, c'est que sa deuxième saison en tant que coordinateur défensif, c'est que la deuxième saison d'ailleurs de Jim Tressel en tant que head coach de Ohio State, faut le rappeler, pour un technicien qui était du côté de Youngstown State pendant une bonne partie des années 90. Le saut pouvait paraître assez vertigineux, il n'en a rien été. Donc voilà, ça permet en effet à Ohio State d'aller s'inviter en finale nationale, ou en tout cas lors du Fiesta Bowl, donc pour affronter Miami. T'en parlais tout à l'heure, en effet, beaucoup de désillusions, notamment pour des programmes le week-end du 3 novembre, si je me rappelle bien. Premier week-end de novembre, exactement, l'hécatombe. Ouais. Il y a quoi ? Il y a 4 équipes notamment qui sont en tapis. Je crois que c'est 3 équipes ce week-end-là. J'avais noté NC State aussi de mon côté. Ah, il me semblait que c'était le week-end suivant, NC State. Mais effectivement, il y avait Virginia qui était numéro 3 du pays. Virginia Tech, pardon, numéro 3 du pays, battu par Pittsburgh, surprise générale. Notre-Dame, invaincu donc début novembre, battu par le rival Boston College. Le numéro 5, Georgia, et ça leur a fait très très mal parce que enfin Georgia avait une équipe pour détrôner les Gators de Florida. Qui était donc... Surtout que Florida n'allait pas fort, hein. Pour la première année de Ron Zook, c'était pas exactement, c'est-à-dire que c'était la première année sans Steve Spurrier, donc là ils se disaient les Bulldogs c'est bon, c'est notre année. Désillusion, ils sont battus le début novembre, et donc NC State, tu as raison, qui a été martyrisé par Georgia Tech. Donc là on avait 8 équipes invaincues en novembre. Au début novembre, on se disait on va y avoir grosse bataille pour les places au BCS. On se retrouve très rapidement au mois de novembre avec 4 équipes, exactement, 4 équipes invaincues, Miami, Oklahoma, Ohio State. On rajoute Bowling Green, mais on s'entend que c'était pas vraiment un candidat pour le BCS. Et donc, Oklahoma qui aurait pu finalement venir embêter le duo Miami-Ohio State, finalement va beaucoup souffrir dans sa fin de saison, notamment face à Texas A&M et Oklahoma State, le voisin. Et c'est donc Miami et Ohio qui vont s'affirmer comme les 2 principaux candidats, et ce sera confirmé par la sortie du dernier classement BCS, qui va donc envoyer Miami et Ohio State au Fiesta Bowl. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Tu veux qu'on parle de la finale, ou peut-être parler des forces émergentes quand même avant ça ? On va peut-être juste planter le décor un petit peu, parce que du coup, en effet, avec les historiques dont on a parlé, qui se prennent un peu les pieds dans le tapis, historique plus Georgia, on a déjà plus ou moins parlé des Bulldogs, en effet, avec là aussi quand même, sur le papier, des joueurs qui sont pas des playmakers, qui aujourd'hui parlent pas forcément, mais en tout cas, entre Georgia et Iowa également, au niveau de la Big Ten, on a 2 programmes qui arrivent à avoir une ossature collective qui leur permet malgré tout de monter en puissance petit à petit, et les Bulldogs et les Hawkeyes vont être constamment des équipes qu'on va pas vouloir jouer, quoi. Alors Georgia, on en avait déjà parlé en 2001 pour la première année de Mark Richt. Iowa avec Kirk Ferentz, ça commence également à enfin tourner avec ce fameux quarterback Brad Banks, sorti de nulle part, ou en tout cas pas très très connu, et qui va faire une saison magistrale et qui va porter les Hawkeyes jusqu'à l'Orange Bowl, si je ne me trompe pas, qu'ils vont perdre malheureusement contre, d'ailleurs ce sera numéro 1 contre numéro 2 du classement du Iceman, on va peut-être en reparler tout à l'heure, mais effectivement une défaite face à USC 38-17, mais ça aurait été vraiment la grande révélation. Kirk Ferentz,
pour sa deuxième saison à Iowa. On rappelle que Kirk Ferentz est toujours à l'heure actuelle le coach des Hawkeyes, qui a remporté donc une très belle victoire face à Ohio State ce week-end. Et bien, avec l'éclosion de Brad Banks, cette équipe va surprendre tout le monde et va effectivement marcher sur l'eau dans la Big Ten. Assez étonnant, et notamment reléguer Penn State, qui était à un moment donné une équipe sur laquelle on pouvait un peu compter, et Penn State qui devra se contenter du Citrus Bowl malgré la révolution offensive du côté des Nittany Lions, puisqu'on a joué en shotgun toute l'année, et ça a permis d'ailleurs à Larry Johnson de dépasser les 2 milliards de sols du côté de Penn State. Tout à fait, ouais. Mais du côté d'Iowa, ouais, tu disais, on s'offre Penn State, on s'offre Michigan également, une équipe qui était classée à Ann Arbor en plus. Tout à fait. Peut-être des regrets parce que leur seule défaite de la saison, c'est à domicile contre Iowa State, avec un Seneca Wallace qui était inarrêtable dans ses envolées. C'était presque un Russell Wilson de l'époque. Hein. Si on voit, c'est tout à fait. Les deux ont joué aux Seahawks en l'occurrence, mais c'est vrai que bon, c'est pas un joueur qui a marqué d'énormes points en NFL, mais on a tendance à oublier l'impact qu'il pouvait avoir du côté d'Iowa State. Et il a été de mémoire longtemps dans les discussions pour le trophée Heisman. Après, bon, c'est le niveau d'Iowa State fait que c'était peut-être un petit peu plus compliqué à la longue. Tout à fait. Tant qu'on reste dans les bonnes équipes également, parce qu'on a parlé de Georgia et Iowa, il y a également Washington State qui a bien confirmé sur sa lancée. Washington State, coaché par Mike Price, qui va monter à la 3e place quand même de la P-Top 25, notamment au mois de novembre à la suite de l'hécatombe dont on parlait tout à l'heure. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Mike Price, c'est notamment un coach qui a drivé Drew Bledsoe ou Ryan Leaf du côté de Washington State. Tout à fait. Là, lors de cette saison-là, ou en tout cas lors de ces derniers mois, il tirait le meilleur, on va dire, de Jason Gesser, qui était le quarterback de l'époque. Et cette bonne saison de Washington State et cette fiche de 10, je crois que c'est 10-2 au global qu'ils font. Ouais, c'est ça, c'est 10-2 avant le Rose Bowl qu'ils vont perdre donc contre Oklahoma. Cette bonne saison où ils sont longtemps au coude à coude d'ailleurs dans la Pac-10 avec USC, ça va permettre à Mike Price de se faire repérer par Alabama, où ça va un peu moins bien en l'occurrence. En tout cas, il y a quand même des exigences assez notables du côté de Tuscaloosa. Et on avait parlé de l'anecdote George O'Leary la semaine dernière du côté de Notre-Dame. Mike Price du côté d'Alabama, ça a été assez rapide également. Embauché donc pour prendre la suite de Dennis Franchione, et il se trouve que Mike Price va prendre la porte assez rapidement, notamment en raison d'histoires d'adultère. Voyons. Voilà, ça avait l'air d'être quelqu'un qui traînait beaucoup dans les strip clubs, ce qui n'est pas interdit en soi. Tu me le faisais remarquer à raison en off, Morgan, tout à l'heure. Mais non, voilà, c'est vrai qu'il avait des mœurs assez légères, et en l'occurrence, oui, pas mal de passages dans les strip clubs pour des histoires d'adultère, et aussi pas mal de soucis d'alcoolémie manifestement, de ce qui en ressortait. Donc ça n'a pas forcément fait de la bonne pub aux yeux de la direction athlétique d'Alabama, qui a préféré s'en séparer assez rapidement. Je me demande si c'est pas le fils Shula qui a repris la suite. Mais en tout cas, du côté d'Alabama, voilà, l'expérience Mike Price a tourné court. Voilà, c'est ça, a tourné court. Donc c'est un petit peu dommage quand on voit les bonnes choses qu'il a fait du côté de Washington State, et l'attaque extrêmement spectaculaire qu'il a réussi à tirer des Cougars au cours de ses 14 années du côté de Wazoo. Je crois que tu avais une anecdote assez sympa également si on parle de saison un peu plus décevante pour Florida State. Florida State, effectivement, 72 ans pour Bobby Bowden. Ça commence à devenir un petit peu difficile, et ils se font surprendre en plus. Ils finissent avec un bilan de 8-4. Ils avaient fini avec un bilan de 8-4 la saison précédente. On se pensait que ça allait repartir du côté des Seminoles. Maintenant, ils se font surprendre en prime time un jeudi soir contre Louisville. Ils se font détruire ensuite par Miami et Notre-Dame. Et puis, ils perdent leur quarterback, qui a été impliqué dans des histoires de cambriolage et de paris illégal. D'ailleurs, c'est à cette époque-là qu'on les appelait non plus les Seminoles, mais les Criminals. Il faut quand même le savoir. Et il se fait remplacer donc par Chris Ricks. Alors Chris Ricks, lui, c'est assez drôle aussi, parce que Chris Ricks, le quarterback backup de Florida State, il a une très belle occasion de briller lors du Sugar Bowl. Mais tu sais quoi ? Quelques jours avant le Sugar Bowl, il oublie de se réveiller et il rate un examen très important à la fac de Florida State. Il ne jouera donc pas le Sugar Bowl. J'ai connu Bobby Bowden plus exigeant quand même. Tu as raison.
tu as raison. Mais il semblerait qu'il était en tout cas intransigeant avec l'horaire pour notre ami Chris Rix. Alors 2002, c'est aussi une saison importante. C'est l'arrivée du 12e match de saison régulière au calendrier. Il y a une grosse controverse à l'époque, déjà, toujours des controverses. Un peu toujours les mêmes choses, celles qu'on entend encore aujourd'hui, trop de matchs, mais puisqu'on rajoute un match, pourquoi on ne fait pas des playoffs, etc., etc. Donc c'était à peu près la même chose, mais en tout cas c'était la première fois qu'on démarrait une saison aussitôt au niveau du college football, puisque le premier match était le 22 août. Alors aujourd'hui on a l'habitude, mais en 2002 c'était une première. Tout à fait. C'est un peu paf dans l'actu, vu qu'on a rajouté un match également en NFL cette année. Juste deux petites anecdotes assez rapidement, avant d'enchaîner sur la finale et sur la draft. La première, elle concerne le match entre Marshall et Miami, qui était un peu le duel suprême de division dans la MAC Est. Match qui opposait quand même sur le papier Byron Leftwich à Ben Roethlisberger, pour contextualiser un petit peu à l'époque. Même s'il me semble que Leftwich traînait des petits problèmes de blessure, je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas victoire sur le tard de Marshall alors que Miami semblait avoir les choses en main, et une rencontre qui a été émaillée notamment par des incidents après la fin de la rencontre, puisque en l'occurrence le public de Marshall a envahi le terrain comme ça arrive très très souvent lorsque l'équipe à domicile s'impose, et manifestement le coach assistant, le coordinateur défensif de Miami, John Wofford à l'époque, n'avait pas trop apprécié cet excès d'enthousiasme et avait collé une baigne à un supporter de Marshall pour finir arrêté sur le terrain. Scène assez surréaliste, signe de la tension intense du moment et de la rivalité entre le Wandering Herd et les Redhawks. On parlait des bonnes équipes également. On va en profiter pour faire une petite passerelle avec le Heisman Trophy. Le redressement du USC, on a dit, qui a dominé Washington State dans la Pac-10, qui a battu Iowa, notamment lors du... C'était Sugar Bowl, Orange Bowl. Non, l'Orange Bowl. Pardon. Ouais. Et donc, USC qui confirme son retour au tout premier plan pour la deuxième année de Pete Carroll aux commandes, avec notamment Heisman Trophy à son bord. Le quarterback des Trojans, Carson Palmer, qui a été très bon tout au long de la saison, mais surtout qui est vraiment monté en puissance jusqu'à l'apothéose d'un formidable match réussi face à Notre-Dame lors de la dernière semaine. Très clairement, cette performance a été déterminante. On sait que souvent, il y a un biais de récence, comme on dit, c'est-à-dire que les bonnes performances récentes sont plutôt favorables au moment du vote, et c'est exactement ce qui s'est passé pour Carson Palmer, qui réussit un très très gros match face à Notre-Dame en dernière semaine. Et du coup, on se retrouve encore, que veux-tu, des scandales, encore. Larry Johnson, le running back de Penn State, dépasse 2 milliards au sol. Il établit un nouveau record NCAA avec 8,3 yards par course. Le Heisman doit lui revenir, mais voilà, on lui reproche de ne pas avoir dépassé les 100 yards au sol lors des 3 défaites des Nittany Lions, et du coup c'est Carson Palmer qui récolte la palme et qui termine premier du vote, d'ailleurs même pas devant Larry Johnson, devant Brad Banks, on en parlait tout à l'heure, le quarterback de Iowa. Larry Johnson finit 3e, et puis derrière on a Willis McGahee qui joue toujours, le running back, qui joue toujours du côté de Miami, et d'ailleurs il sera devant son coéquipier Ken Dorsey, le quarterback des Hurricanes. 2 joueurs qu'on va donc retrouver lors de cette fameuse finale du Fiesta Bowl pour affronter donc Ohio State. Miami donc invaincu depuis 34 matchs et qui affronte Ohio State. Sur le papier, les Hurricanes sont favoris, sauf qu'on va se rendre compte que les Buckeyes vont leur donner pas mal de fil à retordre, avec notamment cette action en toute fin de match où Miami pense décrocher le Graal. Tout à fait. Alors ça commence bien pour Miami. Il touchdown d'entrée de Ken Dorsey, puis derrière Ken Dorsey, le quarterback, va être vraiment sous pression toute la rencontre face à la solide défense des Buckeyes. Miami réussit d'ailleurs à revenir à 17-17, si je ne me trompe pas, sur un field goal en toute fin de match, qui envoie le match en prolongation. Alors, la prolongation, qu'est-ce qu'on doit dire ? Écoute, d'abord, il y a eu un touchdown de chaque côté, donc on se retrouve à 24 partout. Puis, il y a eu un drive super controversé. Les Buckeyes récupèrent la possession du ballon, on est à 24 partout.
Il y a une première conversion sur un 4e down de Craig Cancel. Pas de controverse là-dessus. Mais derrière, il y a une DPI qui est ultra controversée. Une DPI donc passe interférence défensive. Pardon. Et avec effectivement le defensive back Glenn Sharp. Il le touche à peine. Moi, je sais pas. Pour moi, ça peut siffler. Mais bon, après. Attends, à l'époque, dans le contexte de l'époque. C'est bien, on fait des débriefs 19 ans après. Parce qu'on refait. Mais je trouve que, avec le contexte de l'époque où je trouve qu'il y avait plus de contacts qu'aujourd'hui, c'est vraiment controversé. La conséquence que ça a eu, c'est que ça a prolongé le drive des Buckeyes, qui était vraiment à l'entrée de la end zone, donc des Hurricanes, et Craig Cancel derrière va marquer le touchdown. Ouais. Et puis. Non, c'est Maurice Clarett. C'est Maurice Clarett. Ouais. Juste pour rebondir là-dessus, ce qui est fou, c'est qu'au-delà de la simple interférence, c'est que t'as Miami qui célèbre pendant plusieurs minutes. Oui, tout à fait. Exact. C'est ça que les mecs se disent c'est bon, on est champion national. Hop, revenez les gars, y a un mouchoir là-bas qui a été lancé très tardivement. Et ouais, quand on voit le scénario après, on se dit qu'on peut nourrir des regrets du côté de Bayou. Tout à fait. Maurice Clarett qui marque le touchdown pour passer à 31-24. Et derrière, il y aura une grosse défense des Buckeyes pour stopper Ken Dorsey. Donc, la victoire finale des Buckeyes. C'est, voilà, il y a vraiment cette controverse encore aujourd'hui, presque plus de 20 ans, après. Ça passe mal du côté de Miami encore. Hein. Oui, ils ont quelques. Surtout qu'il me semble pas que tu l'aies dit, je vais pas dire de bêtises. Willis McGahee sort sur blessure. Hein. Tout à fait, Louis McGahee sort sur blessure en cours de match. C'est pas négligeable, même s'ils avaient une armée de running back que tu avais cité la semaine dernière. Enfin, en tout cas, il en restait quelques-uns. C'est jamais anodin de perdre un joueur de ce calibre. Exactement. Et donc, Ohio State, champion. Enfin, ça faisait un sacré moment qu'ils n'avaient pas été déclarés champions. Voilà. Donc, bon retour au premier plan pour cette équipe des Buckeyes. Ce qui va nous emmener, Morgan, quand même à la draft 2003, puisqu'on a parlé du Heisman Trophy avec Carson Palmer. Une draft 2003 dont Palmer sera la tête de gondole. Tête de gondole et une draft. Écoute, j'ai été sévère la semaine dernière, mais je trouve pas encore. Oh non. Écoute, 11 Pro Bowlers, donc ça fait 1 sur 3, 1 sur 3 à peu près. Bon, un Hall of Famer, bon, on s'entend que plus on va avancer dans les yearbooks, moins il y aura de Hall of Famer, puis ça prend un petit peu de temps quand même avant d'être éligible et élu, donc on est bien d'accord, mais tu regardes, c'est pas transcendant. La cuvée de quarterback, elle est Carson Palmer, pas fascinante. Carson Palmer numéro 1. Écoute, belle carrière. Ouais. Belle carrière avec les Bengals. On peut dire ce qu'on veut. Mais derrière, bon, je veux bien Byron Leftwich, très bon coordinateur offensif, il paraît. Ah non. C'était pas un mauvais joueur en NFL en soi, mais tout à fait. Il est arrivé encore une fois dans un. Il n'était pas dans un super état de forme déjà quand il arrivait en NFL. Et en effet, oui, après, c'est peut-être pas un joueur qui avait une grosse exigence. Il me semble qu'il avait quelques petits soucis de surpoids en fonction de certaines périodes de sa carrière. Roethlisberger a l'air de s'en accommoder. Oui, mais bon, c'est peut-être pas le même gabarit non plus. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, il me semble qu'il est drafté l'année d'avant. Il a longtemps été en concurrence aux Jaguars avec David Garrard, tout à fait. Qui a été drafté beaucoup plus bas, mais qui, on l'a vu en NFL, avait quand même un talent peut-être supérieur. Ouais. Mais là, encore ces deux-là, bon, sont. Ah voilà. Alors là derrière, ça devient compliqué parce que Baltimore sélectionne Kyle Boller. Bonne saison avec California. On est dans la belle époque des Golden Bears. Il y a un quarterback de California qui va sortir 2 ans plus tard. On dira après, oh là là, quel joueur. Oui, d'accord. Le suivant, tu vas me dire qu'il a joué un Super Bowl, mais ça n'a pas été non plus. Rex Grossman, Chicago Bears. C'est vrai que je t'avoue qu'en regardant la saison 2002 de Florida, alors je vais pas dire que c'est un choix par défaut, mais ouais, tu te demandes quand même si c'est pas un choix parce que les Bears avaient besoin d'un QB. Rex Grossman, on l'a vu à Florida, il était capable de prendre feu. Encore une fois, on l'a dit, avec Spurrier, les Gators enfilaient des wagons de points. Mais en 2002, tu vois quand même qu'il y a déjà beaucoup plus de déchets dans le domaine aérien. Exact. Il y a des matchs à 2-3 interceptions quand même. Ouais.
d'un côté, Chicago était, ouais, tout à fait. Chicago était à la recherche d'un quarterback. Ils auraient pu prendre Dave Ragonnet que les Texans vont choisir un peu plus tard. C'est un mec de Louisville. Ou Chris Sims. Chris Sims, c'est T'es mauvais non parce que j'espère que ce sera un très bon coordinateur offensif. Ah, peut-être. Et oui, Chris Sims, 3e tour. Bon. Alors, Chris Sims, j'ai vu cette stat passer. Je crois que il dit, alors, la stat c'était 0 TD, 17 interceptions contre des équipes classées pendant sa carrière à Texas. Ah bah j'ai vu un truc ça comme c'est ça. beau ça. Attends, ça je note parce qu'il va falloir que j'aille chercher. Je suis pas sûr des stats exactes, mais j'ai vu ce truc passer, je me suis dit mais c'est dingue. Ouais. Parce qu'on rappelle qu'à l'année d'avant, il perd sa place contre Major Applewhite. Enfin, il laisse sa place à Major Applewhite après un début de saison compliqué. C'est fabuleux cette stat. Cette stat elle est fabuleuse. Dans un match d'ailleurs contre Oklahoma où il finit avec 4 interceptions, il refait un match pourri contre les Sooners en 2002 d'ailleurs, lors de la défaite de nouveau de Texas dans le Red River Showdown. Et pourtant, il y a quand même une équipe qui se dit dis donc, au 3e tour, ça peut être une affaire. Ils ont confondu. Ils ont vu Sims, ils ont cru que c'était Phil Sims. C'est pas beau. Et Seneca Wallace, dont je parlais tout à l'heure, 4e tour aux Seahawks. Exact. Lui, à la limite, il va avoir une petite carrière de backup quand même. Voilà, je sais pas. Bon, après, oui, des backups, t'en as beaucoup. Brian Saint-Pierre de Boston College, qu'est-ce que t'en pensais, qui finit au 5e tour aux Steelers également? Pas grand chose apparemment. On va pouvoir enchaîner. Non. Ce qui m'étonne, c'est qu'il a été drafté avant Drew Henson, qui était quand même qui jouait avec Tom Brady, qui a joué avec Tom Brady une période, et devant Cliff Kingsbury. Drafté au 7e tour, quarterback de Texas Tech, drafté magnifiquement par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Super. Devant Ken Dorsey et Kingsbury, c'était déjà l'époque des Red Raiders très très flamboyants. C'est les premières années McLeach. C'est sa 3e saison en l'occurrence en 2002. Et en l'occurrence, ils ont un calendrier qui est pas simple, Texas Tech cette année-là, parce qu'ils jouent quand même Ohio State, NC State, Iowa State, Colorado, Texas A&M, Texas, quasiment que des équipes classées au calendrier. Et ils font quand même une fiche de 9-5 à l'arrivée. Bon, il aura pas et Cliff Kingsbury, c'est lequel le match qu'ils vont chercher? Je crois que c'est le match contre A&M notamment qu'ils vont chercher en prolongation qui est hyper spectaculaire. Ils tapent Texas également, c'est bien ce qui me semblait, et qu'il y avait un gros programme. Texas qui était classé numéro 4, donc non, franchement Kingsbury, mais c'était un QB de système, ça on le savait déjà à l'époque. Je pense qu'ils avaient été vaccinés par Tim Couch. Il paraît que c'est un bon coach. On va voir. Ouais, c'est un bon coordinateur surtout. Parce que visiblement Texas Tech ils l'ont pas gardé longtemps. Ouais. Et Ken Dorsey du coup que tu citais dans les 5 premiers du S-Man, drafté au 7e tour par les Niners, qui n'aura pas une très grande carrière. Tout à fait. En effet, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là on parle des quarterbacks, mais le reste, je trouve, de la draft en général, il y a quelques bons joueurs. Terrell Suggs notamment, le defensive end donc de Arizona State par les Ravens. Il y a André Johnson, numéro 3 de la draft. Terrence Newman, bon joueur. Terrence Newman, mais tu regardes le top 5, tu te marres quand même. Oui, c'est sûr. Là, même Larry Johnson, par exemple, qui est drafté 27e, il a un bon début de carrière, mais beaucoup de problèmes extrasportifs par la suite. Tout à fait. C'est un joueur qui a des problèmes de... Enfin, je sais pas si c'est des problèmes mentaux, je vais pas exagérer, mais oui, je crois qu'il a des problèmes de... Comment on appelle ça? Bon, c'est des trucs d'anger management, un truc dans le genre. Donc c'est un joueur qui a traîné ça pendant très longtemps à NFL. Ouais. Et donc, Dwayne Robertson, le defensive tackle de Kentucky, les fans des Jets s'en souviennent encore, je pense. 4e joueur choisi, c'est con quoi. C'est con, surtout qu'il y avait du beau monde derrière. Ils auraient pu prendre Kevin Williams notamment, qui a été un bon defensive tackle du côté des Vikings, l'ancien de Oklahoma State. Ils sont passés à côté de Terrell Suggs, j'en parlais tout à l'heure. Et puis, il faut attendre le choix numéro 16 pour voir les Steelers choisir un certain Troy Polamalu, en effet, le safety du USC qui va atterrir aux Steelers. Ouais. Et ça, c'est quand même la bonne pioche parce que c'est le fameux seul Hall of Famer dont je parlais tout à l'heure de cette draft 2003. Je suis un peu vache parce qu'il y a quand même des bons joueurs avec Willis McGahee qui a fait une bonne carrière du côté des Bills, choisi au premier tour aussi. Larry Johnson du côté de Kansas City. On a Nadi Asamoah, le cornerback qui a été pro bowler aussi avec les Raiders. Puis après, au 2e tour, 3e tour, il y a des joueurs quand même assez intéressants, notamment, surtout en défense, je trouve. On a notamment Rashid Mathis, le cornerback du côté de Jacksonville, N.J. Anderson, le linebacker de Maryland du côté de Minnesota. En attaque, on a Anquan Boldin,
quand même, drafté au 2e tour seulement, le receveur de Florida State par les Arizona Cardinals, qui aura quand même une très très grosse carrière. Et puis il y a Jason Witten, le Titan, qui a joué très longtemps du côté de Dallas aussi, qui a été drafté au 3e tour. Ouais, tout à fait. Par contre, ce qui est fou, c'est de se dire qu'un aussi Umenyiora, par exemple, de Troy, est drafté au 2e tour. Quand tu vois la classe de pass rusher, parce que premier tour, tu as quand même Ty Warren aux Patriots. Bon, pas non plus... Michael Haynes aux Bears, Jerome McDougall de Miami aux Eagles, Tyron Brayton aux Raiders. Bon, c'est pas non plus des joueurs... Chris Kelsey éventuellement aux Bills, qui était quand même pas mal dans la rotation, mais ouais, c'est bon. Il y a des classes comme ça, mais ouais, corner, en effet, tu disais, il y a quand même des joueurs assez intéressants. Hein. Tillman au 2e tour, Subuga, Matisse, Asante Samuel 3e tour. C'est vrai que c'est quand même... Il y avait de quoi faire, en tout cas. Mais on a déjà vu des meilleures classes, c'est vrai. Tu parlais de Matisse, il y a Robert, quand même, qui sort au 5e tour en provenance d'Alabama et A&M. Oui, bonne pioche. Il a eu une belle carrière également du côté des Colts. Et puis j'essaie de voir rapidement également d'autres bonnes pioches éventuelles. C'est quand même une draft où est sélectionné David Tyree, receveur de Syracuse aux Giants. Alors il n'a pas eu une carrière fabuleuse non plus, même s'il a fait un Pro Bowl. De qui tu parles exactement? Ah oui, c'est vrai que toi t'es David Tyree, donc avec le helmet catch. Je vois pas du tout de qui tu parles. Face aux Patriots, donc au Super Bowl 42. Voilà. Après, ça a été sur une courte période, mais en tout cas, joueur assez notable. Et puis dans les joueurs non draftés, je vais enchaîner après. Tony Romo et Antonio Gates quand même. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Tony Romo d'Eastern Illinois et Antonio Gates de Kent State. Là, on devrait d'ailleurs faire une petite séquence undrafted, parce que des fois, il y a plus de trucs à dire sur les undrafted que sur les joueurs draftés. C'est vrai que cette semaine là, et c'est indiscutablement Tony Romo et Antonio Gates, des joueurs qui ont eu de fantastiques carrières du côté de la NFL. Quoi. Tout à fait. Voilà, puis on aura pu en citer d'autres. Là, j'ai cité des Pro Bowlers, mais Cullen Jenkins aux Packers en provenance de Central Michigan, Fred Jackson à Buffalo en provenance de l'université de Coe. Je la connaissais pas celle-là, de Coe, dans l'état de l'Iowa. J'avoue, je ne connaissais pas cette fac. Donc voilà. Mais ce qui est notable quand même, au début des années 2000, Kent State, ils avaient donc et James Harrison et Antonio Gates, pour planter un peu le décor. Ouais. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas de ce yearbook de la saison 2002. On passe dès à présent à la preview de la 3e semaine. Et on va essayer d'aller assez vite, Morgan, même s'il y a pas mal de rencontres intéressantes à suivre. On va commencer forcément par un petit Florida-Alabama. On a cité tout à l'heure les impératifs des Gators, notamment offensivement, de trouver un quarterback. Est-ce que malgré tout, cette défense, pour toi, a de quoi freiner l'attaque du Crimson Tide? Non. C'est rapide comme prix. Mais... Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ils ont deux playmakers au poste de quarterback. Si ça va pas pour l'un, ça pourrait aller mieux avec l'autre. Mais je vois pas le volume de playmakers dans cette équipe, que ce soit en attaque ou en défense, capable de ralentir Alabama. Ce sera quand même un gros défi pour Alabama. On voit que Nick Saban n'est pas très content. Plusieurs fois dans les médias cette semaine, il a indiqué qu'il n'était pas très satisfait de son équipe, de l'intensité même des entraînements actuellement du Crimson Tide. Peut-être, est-ce que ça traduit une réelle inquiétude, ou c'est simplement pour s'assurer que tout le monde reste à 100% avant ce match face à Florida? Le match a lieu à Gainesville, si je ne me trompe pas, au Swamp. Ça peut quand même jouer aussi. La grosse ambiance du côté de Florida. Je vois pas Florida battre Alabama dans ce match. Moi, j'avoue, ce qui me fait un peu peur malgré tout pour Florida, c'est le run-stop de Bama. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup, notamment les meilleurs coureurs depuis le début de la saison du côté de Florida, c'est les QB. Ouais, d'ailleurs. Ouais. Ce qui est pas forcément hyper rassurant quand tu viens de jouer Florida Atlantic et South Florida. Et ouais, là, je me dis contre Alabama, si ça passe pas, s'il y a moins de brèches pour les QB pour s'infiltrer, les obliger à forcer dans le domaine aérien, je suis pas sûr que ce soit forcément une bonne chose. On a vu que ça passait verticalement pour Richardson, mais ça passait encore une fois contre des équipes à la portée des Gators. Petite inquiétude quand même du côté d'Alabama, j'ai vu passer que Will Anderson, le pass rusher, est blessé face à Mercer. Donc ça, à garder. Surtout qu'ils ont perdu Christopher Allen pour la saison, on le rappelle. Exactement. Donc ça va être, ce sera pas négligeable en effet pour espérer au moins mettre un petit peu la pression sur les quarterbacks des Gators. Deux autres matchs également intéressants à suivre cette semaine. Penn State qui affronte Auburn, duel d'équipes classées.
2 équipes donc invaincues pour l'instant. Et puis on a également un petit BYU Arizona State. BYU qui après s'être offert le scalp de Utah peut éventuellement mettre à mal un autre programme de la Pac-12 du côté de Provo. Tout à fait, ce sera un match où ça risque de courir beaucoup entre ces 2 équipes, faut pas se mentir. Mais effectivement, match qui terminera la soirée, qui commencera la nuit, puisque le match est à 4h du matin. Je garderai effectivement Penn State Auburn, on n'en a pas parlé, mais Bonix, ça marche pas super bien pour lui, du côté d'Auburn, depuis le début de la saison. Pour l'instant, c'est compliqué, ouais. Le jeu au sol, en tout cas, est bien rodé. On peut jeu au sol, pas le retirer. Bien rodé. J'ai dit quoi? Non. Non, oui, c'est ça, ouais. Le jeu au sol tourne pas mal. Après, encore une fois, c'est Akron et Alabama State au programme, donc voilà. C'est sûr que là, contre Penn State, il risque d'avoir un peu plus de pain sur la planche. La défense de Penn State est plutôt impressionnante depuis le début de la saison. On les avait vus très très bons face à Wisconsin. Ils ont confirmé cette semaine face à Ball State. De ce que je vois de la défense et de l'intensité des défenseurs du côté des Nittany Lions, je suis un peu inquiet. Malgré le bon jeu au sol de Auburn, je suis un peu inquiet pour les Tigers. Donc, le match sera à 1h30 du matin sur ABC. Avec un bon Kobe Wooden également défensivement du côté d'Auburn, donc à surveiller ce que peuvent donner les Tigers pour tenter d'arrêter l'attaque de Penn State. On a vu que Roger McCreary a fait un pick 6 ce week-end. Le match-up contre Jahan Dotson, ça peut être quelque chose d'assez intéressant à suivre. En l'occurrence, BYU Arizona State, il y a un duel en particulier que tu vas suivre de près? Pas forcément. Oui, il y a peut-être Al Goyer contre le linebacker d'Arizona State qui a été très très bon encore, je crois, cette semaine. Darien Butler, qui réussit 2 sacs cette semaine après avoir réussi 2 interceptions la semaine dernière. Donc là, il pourrait y avoir un Darien Butler contre Tyler Allgeier assez spectaculaire dans ce match entre BYU et Arizona State. Ouais, tout à fait. Et de l'autre côté, de toute façon, à mon avis, ça va beaucoup jouer au sol. Et je suis impatient de voir ce que peut donner run stop de BYU contre le duo, le trio, voire même le quatuor, parce que même Jaden Daniels court beaucoup. Je crois que c'était le meilleur coureur d'Arizona State en termes de yards ce week-end. Donc ça va être quelque chose d'assez intéressant à suivre face à un run stop de BYU assez actif, notamment par le biais de son linebacker Will Garr, qui a été assez précieux lors des confrontations contre Arizona et Utah. Je fais le programme donc très rapidement avec du coup ça commencera dans la nuit de mercredi à jeudi avec Louisiana contre Ohio à 2h du matin. Dans la nuit de jeudi à vendredi, on aura Louisville contre UCF à 1h30 du matin et Illinois contre Maryland à 3h du matin. Ouais, je crois que c'est jeudi soir et vendredi soir. Ah, j'ai inversé, pardon. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Louisiana-Ohio, et dans la nuit de vendredi à samedi, Louisville-UCF et Illinois-Maryland. Ok, autant pour moi. Samedi à 18h, Oklahoma qui recevra Nebraska. Pour les plus nostalgiques, c'est le Yearbook Bowl. Exact. Oklahoma-Nebraska. Texas A&M qui recevra New Mexico à 18h. J'ai très très mal d'avance pour ton bandwagon. Morgan, sache-le. Moi, je suis pas. Écoute, après la performance des Aggies, pourquoi pas. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Un match que j'aurais pu mettre dans les affiches de la semaine à 18h, Indiana-Cincinnati. Les Bearcats qui jouent gros dans l'optique au moins d'un bowl du Nouvel An. Les 2 prochaines semaines vont être décisives pour les Bearcats. Ils jouent à Indiana et la semaine d'après, ils jouent à Notre-Dame. Tout à fait. À 18h toujours, Coastal Carolina qui sera en déplacement à Buffalo. Virginia Tech qui rendra visite à West Virginia. Ça peut être un match sympa à suivre. Grosse rivalité. À 18h, le Miami-Michigan State commence à prendre un peu plus d'intérêt. Je suis d'accord. Vu les prestations des Spartans depuis le début de la saison. On aura Kentucky contre Chattanooga, programme de FCS. Et on aura également un petit Temple Boston College, éventuellement, si tu veux regarder Morgan. Michigan, à la même heure, qui affrontera Northern Illinois également. À 19h, Colorado qui recevra Minnesota. À 20h, Kansas State qui affrontera Nevada. Nouveau test pour Carson Strong face à la bonne défense des Wildcats. À 20h30, Notre-Dame qui recevra Purdue. Un classique de l'Indiana. À 21h30, Florida qui affrontera donc Alabama. À la même heure, on aura Ohio State contre Tulsa. On aura Clemson contre Georgia Tech. Iowa qui recevra Kent State. USC qui tentera de se reprendre en déplacement du côté de Washington State. Les SMU Mustangs, avec leur fiche de 2-0, se déplaceront du côté de Louisiana Tech. Wake Forest, Florida State également à 21h30 pour espérer du côté des Seminoles enfin lancer leur saison. Ce sera pas simple en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? 21h30 Appalachian State qui recevra Elon, programme de FCS. À 22h Arkansas qui recevra Georgia Southern. Memphis, Mississippi State à 22h. Attention, celui-là il peut être sympatoche. Ça peut finir avec 100 points cumulés, effectivement. Sûrement plus que le Duke Northwestern à la même heure. Oh my God.
Ça peut être Qu'est-ce qu'on a un petit peu plus tard à 1h du matin, Georgia qui recevra South Carolina. À la même heure, on aura Utah en déplacement à San Diego State. Tentez de confirmer du côté des Aztecs. Je ne sais pas si on a un upset alerte, mais pas loin. Ouais, ça va être un peu plus accroché qu'il n'y paraît. Un petit peu plus tard, donc à 1h30 du matin, le fameux Penn State contre Auburn. Oregon tentera de confirmer sa belle prestation de Columbus face à Stony Brook, programme de FCS. North Carolina, à 1h30 toujours, recevra Virginia. Ça peut être un match assez sympa dans la CC Coastal en l'occurrence, voir un petit peu ce que peuvent donner les Cavaliers du côté de Chapel Hill. LSU recevra Central Michigan à la même heure. On aura à 2h du matin Texas contre Rice, derby donc du Texas. Ole Miss qui recevra Tulane. Là aussi, on peut avoir du spectacle. Un petit Vanderbilt Stanford pour voir si Stanford confirme son succès du côté du USC. Boise State, Oklahoma State. On va essayer de se rassurer du côté des Cowboys, du côté de l'Idaho. Ça s'annonce pas simple à 3h du matin. Et puis donc le BYU Arizona State, ce sera à 4h15. Juste avant, le UNLV Iowa State à 4h30. Et le UCLA Fresno State, qui là aussi ne sera pas piqué des hannetons, à 4h45 du matin. Du coup, je te donne les affiches rapidement, Morgan. Indiana, Cincinnati, vers qui tu vas? Cincinnati. Et ben moi, j'y vais avec Indiana, en l'occurrence. Florida, Alabama. Alabama pour moi également. Penn State, Auburn. Penn State, et peut-être même assez largement. Oh putain. Ouais. Pardon pour la grossièreté. J'y vais avec Penn State également. Du coup, le North Carolina, Virginia. Qu'est-ce que tu vois, toi? North Carolina, mais là aussi, il va y avoir pas mal de points, à mon avis. Mais ça va être juste très très serré, je pense, ce match. Virginia, défensivement, ils ont des bons joueurs. Hein. Entre Nick Jackson et Noah Taylor, depuis le début de la saison, c'est assez costaud. Donc, c'est pas faux. Attention. Pour espérer pour Samuel de ne pas avoir la main qui savonne. Et puis donc, dernier match, le BYU Arizona State, du coup. Allez, BYU qui continue sur le momentum de la victoire face à Utah et qui donc battrait Arizona State. Et ben j'y vais avec BYU également de mon côté pour un nouveau pseudo upset alert. On sait pas trop maintenant parce qu'à mon avis BYU sera sûrement classé à l'issue de cette deuxième semaine. Ouais. En tout cas, on n'a pas la confirmation à l'instant. On enregistre cette émission. Je te remercie en tout cas Morgan d'avoir été avec moi pour ce nouvel épisode. Assez long, on le répète. Écoutez-le en deux fois. Un peu plus court lorsqu'on les rencontres en conférence. Mais là, en l'occurrence, pour tout analyser, c'est un peu délicat. On se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour débriefer la 3e semaine. D'ici là, passez une excellente semaine avec plein de rencontres NCA au programme. Salut à tous. Salut à tous.